Terrain Bargo, Rodriguez, l'autre Rodriguez, César Eduardo et Martin, et puis Alfonso Yanez pour organiser l'attaque. Une attaque à deux avec Jorge Hirano sur le côté gauche et Eugenio Larossa dans l'axe. Du côté vénézuélien, par contre, ça a été un petit peu la valse. C'est sans doute un petit peu l'écroulement de la défense, de sa défense, qui a convaincu Victor Pignanelli qu'il était temps de revoir un petit peu les choses. À mon avis, Pignanelli a eu raison de sortir Marcano, qui avait vraiment naufrage dans le match précédent, dans les 10 dernières minutes tout du moins. Il l'a remplacé par Andrés Paz. Également, José Flores est rentré. On aperçoit dans cette formation Otilio Yantis. Et dans les buts, bien entendu, Franco Fracciana. La confiance lui a été maintenue, bien qu'il ait encaissé 10 buts depuis le début de cette Copa América. Enfin, c'est pas totalement de sa faute. Fracciana a été une satisfaction de cette équipe vénézuélienne qui vaut mieux que ses scores ne l'ont laissé supposer. En effet, ils ont pris 5 buts contre le Paraguay. Mais en fait, beaucoup de ces buts sont arrivés dans les toutes dernières minutes de la rencontre, alors que les joueurs vénézuéliens qui avaient vraiment fait l'impossible, tout donné pour essayer de remonter à la marque, et bien tout simplement se sont effondrés sous les coups de boutoir d'une équipe paraguayenne extrêmement réaliste et qu'il faut dire nous a relativement impressionnés. Alors, ma foi, les rencontres entre ces équipes du Pérou et du Venezuela, la rencontre plutôt dans la Copa, ça a été un grand triomphe pour le football vénézuélien. C'était en 1989. Et Carlos Maldonado, qui était déjà là, avait marqué le but de l'égalisation pour les Vénézuéliens. Je peux également vous signaler qu'ils ont joué 4 autres matchs officiels. C'était lors de la Coupe du Monde 66 et de la Coupe du Monde 1986, si mes souvenirs sont exacts. Et à cette occasion, eh bien, le Pérou avait gagné ses 4 matchs de qualification, le score le plus élevé étant de 6-3, et c'était en 1966, l'année où bien évidemment Bobby Moore avait soulevé le trophée à Wembley. Dans le match que vous précitiez, Maldonado avait marqué à la 88e minute. Espérons pour les hommes de Pignanelli qui n'attendront pas les arrêts de jeu pour trouver les filets de Jesus Urizaga. Il le mérite en tout cas, c'est une équipe vénézuélienne qui avait commencé vraiment en demi-teinte, ensuite de quoi elle s'était un petit peu reprise contre l'Argentine, et puis contre le Paraguay elle nous avait montré de fort jolies choses, avec notamment des attaquants de grand talent, notamment ce Stalin Rivas qui a vraiment crevé l'écran, qu'on voit d'ailleurs en ce moment sur le rond, dans le rond central, en compagnie de M. Pérez Hoyos, dont on vous parlera plus longuement tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a une longue histoire et une histoire plutôt agitée. Enfin, ça, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Donc 350 supporters pour le Pérou, 2 pour le Venezuela, et puis environ 200 neutres, 200 Chiliens, qui avaient un petit peu plus d'argent que les autres. Un ballon pour Fracciana, et tout de suite un pressing vénézuélien avec Larossa et Hirano, qui se sont postés assez haut dans la moitié de terrain adverse. Ces joueurs vénézuéliens, leur ambition, c'est de quitter la Copa. Évidemment, ça serait magnifique sur une victoire, mais surtout de marquer un but. Un but, ça leur manque toujours, alors qu'ils en avaient marqué 5 lors de l'édition précédente. Voici Larossa, un centre-tir. A-t-il été contré? Non, je crois plutôt qu'il a tapé dans l'herbe. Il aurait pu se faire mal sur ce coup-là, Larossa. Eugenio Larossa qui n'a rien à voir avec le Larossa que vous aviez vu sûrement dans la Coupe du Monde 82 en Espagne. Il aurait pu, ce Larossa, figurer dans l'équipe péruvienne de cette époque, puisqu'il a en effet 30 ans. Ce joueur du Sporting Cristal, un joueur assez physique qui n'a peut-être pas tout à fait la maîtrise technique de certains de ses partenaires. Les Vénézuéliens sont un petit peu affolés en ce début de partie. Une touche pour Alfonso Orlando Yanez, que l'on surnomme Pupungo, ne me demandez pas pourquoi. Une récupération de Del Solar qui a joué assez court avec Alvaro Bargo. Bargo qui a pris appui sur Martin Rodriguez. Ici c'est Ricardo Bravo qui a été monté en attaque. Une récupération de Larossa qui a un petit peu glissé. Larossa qui arrive néanmoins à 39 mètres. Mais un arrêt sans trop de difficulté de Franco Fracciana. Alors ça va être très difficile pour ce joueur péruvien vénézuélien de se motiver devant un public aussi mince que celui du Stade National de Santiago en cette soirée. Ça va être difficile, mais cela dit, il leur faut absolument faire quelque chose aux Péruviens. Ils ont encore une petite chance de se qualifier. Il leur faudrait pour cela accomplir un véritable exploit en battant l'Argentine. Et ça, ce match contre l'Argentine, ça sera un peu plus tard, ça sera le 14 juillet. Et si les Péruviens parvenaient à vaincre, en fait, cette équipe argentine, et que le Paraguay fasse un mauvais résultat face au Chili et que le Paraguay perde également contre l'Argentine, c'est assez compliqué, vous allez me dire tout ça, mais ils ont encore une chance mathématiquement de se qualifier. Mais il faut qu'ils marquent beaucoup de buts, car en effet, on s'était déjà servi du côté chilien, on en avait marqué 2 lors du match d'ouverture, du côté argentin 3, et puis surtout du côté paraguayen 5. Quant à Victor Pignanelli, l'entraîneur uruguayen des Vénézuéliens, lui se contenterait simplement de voir le ballon au fond des filets adverses.
Et puis surtout d'essayer de faire peut-être aussi bien que dans la Copa América 89, c'est-à-dire un match nul contre le Pérou. Mais pour l'instant, c'est les Péruviens qui monopolisent le ballon. Et les Vénézuéliens n'ont pas encore passé la moitié de terrain. Avec ici une récupération de José Del Solar, que l'on surnomme Chemo. Ne me demandez pas pourquoi non plus. Il y a une mauvaise transmission de César Eduardo Rodriguez, qui profite au petit Andrés Paz, qui a doublé avec Laureano Raimes, un des meilleurs joueurs vénézuéliens. Il faut dire de lui que c'est le deuxième relayeur de cette équipe. Rivas, qui est revenu dans ses terres pour essayer d'organiser le jeu de l'équipe vénézuélienne. Là-bas, sur la gauche, au petit William Pacheco. Rivas avait doublé, mais il ne reverra jamais la sphère. Une sphère qui a été interceptée une nouvelle fois par José Del Solar, qui nous avait fait grosse impression face au Chili. Là-bas sur la droite, c'est Ricardo Bravo. Et finalement, une bonne couverture de la part de José Jiménez, le libéro stopper de cette équipe vénézuélienne, car en défense centrale, on assure, comme beaucoup d'équipes d'Amérique du Sud, la défense de façon mutuelle. Et bien voilà, on passe le milieu de terrain sur ce dégagement de Fracciana. Pas pour longtemps, Frédéric. Cela dit, les Vénézuéliens nous ont montré de bonnes qualités contre le Paraguay. Ils nous ont montré qu'ils savaient certainement toucher le ballon. Ils avaient joué le jeu à la toque et un petit peu à la touche de balle unique. Ils ont montré qu'ils avaient de bonnes capacités techniques et surtout qu'ils étaient très courageux. Ils ne s'étaient jamais découragés contre cette équipe paraguayenne, alors que, ma foi, il leur fallait vraiment nager contre le courant. Ils s'étaient pris un deuxième but un petit peu contre le cours du jeu et ensuite de quoi, disons que la digue avait véritablement éclaté. Laureano Jaimes, que l'on voyait ici, le numéro 8, qui est certainement l'une des révélations de cette équipe vénézuélienne. Un garçon qui a 29 ans, qui ne comptait que 8 sélections avant cette Copa. Ça n'est pas beaucoup, alors qu'il a vraiment devenu le moteur de cette équipe vénézuélienne depuis. Aussi bien pour relancer que parfois pour construire en attaque. Percy Olivares, dont on dit qu'il pourrait jouer au Bayern de Munich l'année prochaine. A essayé de déborder là-bas sur la gauche, mais finalement c'est un 6 mètres pour Franco Fracciana, qui pour l'instant n'a pas encore connu sa première frayeur. Vous pouvez l'entendre derrière notre voix. En effet, on a l'impression d'assister peut-être à un match de division d'honneur où on a du public qui est là pour encourager les spectateurs, mais ça se situe dans un stade qui peut contenir 75 000 spectateurs qui étaient là il y a 2 jours lors du match Chili-Argentine et qui ont décidé de rester à la maison. Il faut dire, je le disais d'ailleurs, sans aucune vertu péjorative, je parlais d'un match Belgique-Luxembourg organisé à Neules-les-Mines. C'est pour donner une idée un petit peu de l'aberration qu'il y a d'organiser un match comme celui-ci dans un stade aussi immense. Cela dit, les Chiliens, l'organisation chilienne, ne disposait peut-être pas d'un stade plus idoine. Ils préféraient peut-être concentrer la compétition pour des raisons logistiques dans 4 villes et ne pas augmenter le nombre de stades où se dérouleraient des matchs. Premier ballon pour Jesus Purizaga, qui avait joué la Copa América en 89. Il s'était fait expulser lors du match contre le Brésil. Les Péruviens avaient réalisé une excellente performance en tenant les Brésiliens au nul, un partout. Les Brésiliens qui nous ont semblé bien faibles depuis le début de la compétition. Une petite mimine de Rivas. Donc les Péruviens vont garder le contrôle du ballon. C'est parti assez lentement pour l'instant. Avec une domination territoriale péruvienne, bien entendu, dans leur beau maillot blanc et rouge, qui a toute une histoire. Je vais vous raconter l'histoire du maillot péruvien dans un instant. En effet, c'est une très très jolie histoire. Eh bien, il faut se reporter pour cela dans les années 1820, à l'époque où le Pérou n'était pas encore indépendant. Et les Péruviens se battaient contre les Espagnols pour acquérir cette indépendance. Et à l'époque, eh bien, un groupe de guérilleros, de résistants péruviens, avait été prévenu de l'arrivée, mon Dieu, de l'arrivée des troupes espagnoles par un vol de flamants roses dans le ciel. Et c'est pour commémorer ce vol de flamants roses eh bien, que cette bande rouge figure et sur le drapeau péruvien et sur le maillot de cette équipe péruvienne. Une très très jolie histoire. C'était un centre de Ricardo Alberto Bravo monté en attaque et une tête de Puungo Yanez. Sans trop de danger pour Fracciana. Arteaga s'est élevé dans les airs pour une récupération péruvienne organisée par Alvaro Bargo et ensuite leur capitaine Percy Olivares. Olivares qui s'échappe là-bas sur la gauche à toutes jambes, mais finalement la Rosa ne l'a pas vu, la tête dans le guidon. On récupère aux 30 mètres avec Irano qui a réussi à donner à Rodriguez, mais la Rosa sera sûrement un petit peu court avec une bonne couverture ici de Andrés Paz.
qui fait ses débuts dans l'équipe de Pignanelli ce soir. L'équipe du Pérou nous a paru manquer un petit peu de tranchant. Ils ont marqué 2 buts contre le Chili après avoir joué de fort belle manière, après avoir développé de très jolis mouvements offensifs. Cela dit, les Péruviens semblent manquer d'un véritable numéro 9 en fait à la Zamorano qui leur permettrait de concrétiser des actions qui sont souvent très rondement menées avec beaucoup de contrôle technique. Là aussi, ils ont le problème de se motiver face à une équipe qui est relativement faible, en tout cas en défense, défensivement au moins, qui a déjà concédé, comme vous le rappeliez, 10 buts. Et en plus devant un public extrêmement maigrichon. Cela dit, il va falloir absolument qu'ils fassent quelque chose. Espérons qu'ils ne vont pas retomber dans leur travers du premier match contre le Paraguay. On les avait vus manquer un petit peu du sens de la révolte alors qu'ils étaient menés à 1-0 et que rien n'était perdu pour eux. Alors à suivre cette équipe péruvienne qui est encore en pleine restructuration et qui a déjà montré de fort belles qualités. Enfin, on peut quand même s'attendre à un match débridé puisque les Vénézuéliens veulent absolument marquer leur premier but dans cette Copa América. Et puis les Péruviens, individuellement tout du moins, ont tout intérêt à se faire remarquer par les nombreux recruteurs. Mais on parle déjà notamment de Del Solar qui a été leur meilleur joueur sur ce tournoi. On parle déjà de lui pour jouer en Europe. Il joue à présent au Chili à l'Université Católica. On l'a aperçu justement, Del Solar qui a donné à Olivares qui revient, qui se place sur son mauvais pied normalement. Et Frachena qui se trouve le premier but pour le Pérou. Ah, le pauvre Frachena sur cette frappe de Percy Olivares, un but signé La Rosa, Eugenio La Rosa, qui marque son premier dans cette Copa América. Plein d'opportunisme. Eugenio La Rosa, le joueur du Sporting de Cristal. Mais quelle erreur de Franco Frachena. Une erreur à la Ramirez. Regardez. Et oui, rien à dire, rien à faire. Frachena, mon Dieu, exactement. Une espèce de replay, comme disent les Anglais, du but que le pauvre Erwin Ramirez avait dû concéder face à Tony De Avila. Ma foi, c'est un mauvais début de rencontre pour ces Vénézuéliens. Cela dit, les Péruviens vont pouvoir souffler un petit peu et se dire bah ça y est, c'est bien parti. À la 11e minute donc, c'est La Rosa qui ouvre la marque pour l'équipe péruvienne, 1-0 devant les quelques spectateurs du Stade National de Santiago du Chili. En tout cas, c'est un départ idéal pour les Péruviens. Hyper favoris bien entendu au coup d'envoi de cette rencontre. Et avec ce but qui risque de les décomplexer, on pourrait assister à une nouvelle avalanche. Victor Pignanelli, l'entraîneur vénézuélien, a décidé à procéder à de nombreux changements dans son équipe. Cela dit, il a fait sortir Marcano, pardon. Vous avez été assez dur avec Marcano. Cela dit, Marcano avait été très important dans la capacité offensive de son équipe. On l'avait vu énormément monter. Il avait sans doute commis ses erreurs en fin de match, plutôt parce qu'il avait été extrêmement enthousiaste auparavant. Et ça reste un petit peu difficile pour les Vénézuéliens de retrouver la même verve offensive sans lui. L'enthousiasme, Percy Olivares n'en manque pas. Là, il est obligé de revenir sur ses pas pour trouver Martin Rodriguez. Un petit jeu de semelle. On remet derrière à José Arteaga. Yanez s'est un petit peu déchiré sur ce contrôle. Une récupération de Rivas. Mais si Rivas il est derrière, il ne peut pas être devant. Ce qui est a priori la vérité de la palisse, n'est-ce pas mon cher Philippe? C'est ce qu'on appelle un truisme. Une lapalissade en effet. Une lapalissade et pendant ce temps-là, les Péruviens qui remontent le ballon. Les Péruviens qui ne semblent pas absolument totalement motivés. Ça dit qu'est-ce que ça doit être difficile pour ces joueurs d'évoluer dans de telles conditions. En plus de ça, côté température, c'est pas vraiment joyeux non plus. Je vous rappelle plutôt que nous sommes en hiver au Chili et que la température est certainement inférieure à 7 ou 6 degrés. Attention quand même à Stalin Rivas, au dribble chaloupé. Il a réussi à remettre derrière à Carlos Maldonado qui a glissé. Et il est hors jeu bien entendu. Otilio Yantis. C'était trop beau. C'était trop beau pour être vrai. Cela dit, le Venezuela avait réussi quand même à marquer quelques buts lors de la Copa 89. Il n'en avait pas marqué énormément. Je crois que leur différence de buts, c'était quelque chose comme 11 buts pour et 5 buts contre. 5 buts qui avaient tous été marqués, d'ailleurs par un seul homme. Carlos Maldonado, leur numéro 10, qui est présent sur ce terrain ce soir et qui avait à l'époque été élu meilleur joueur de la Copa América. Et deuxième meilleur buteur de cette compétition, juste derrière Bebeto le Brésilien. Del Solar et son pied gauche. Là aussi, il y a hors-jeu. Déjà 4 hors-jeu, en moins de 10 minutes, c'est assez rare. Oui, on a vu pas mal. On a vu beaucoup de défense jouer la ligne en fait, mais un système quand même un petit peu différent de ce qu'on joue en Europe. Alors j'en parlais justement avec Francis Fertas, notre correspondant là-bas, au Stade National, qui me disait, bon, les joueurs en Amérique du Sud sont habitués à cette couverture mutuelle de la part des deux défenseurs centraux.
Et c'est pour ça qu'ils ne se font pas trop piéger au piège du hors-jeu. Loriano Raimes qui se revient sur ses pieds. Loriano Raimes qui avait été victime d'une blessure assez sérieuse au genou. Cela dit qu'il ne semble pas du tout le gêner dans son évolution depuis le début de la Copa, où il a été extrêmement présent. Par contre, la pelouse a l'air assez grasse et assez tendre. Et il faudrait peut-être rajouter quelques millimètres au crampon, car on a vu beaucoup de joueurs, que ce soit vénézuéliens ou péruviens, perdre leur équilibre au moment de la frappe ou au moment de la passe. Cela dit, il faut dire qu'il a beaucoup plu depuis le début du tournoi. On se souvient de cette soirée inoubliable, d'ailleurs on peut le dire. On était vraiment éveillés, il était pourtant quelque chose comme 2h ou 3h du matin, ce match Chili-Pérou, magnifique à Concepción. Il avait énormément plu. Et ça s'est senti sur la condition de la pelouse, la qualité de cette pelouse. Alors, est-ce que, en effet, c'est à l'origine de ces mauvais contrôles que l'on voit de temps en temps? C'est tout à fait possible. Un coup franc qui se situe à 30-35 mètres des buts de Purizzaga. Attention à la frappe de Raimes. Une frappe détournée. Et le premier but pour les Vénézuéliens. Mon Dieu! La merveilleuse surprise. Et là, Purizzaga a été surpris par un de ses défenseurs qui a détourné, sans le vouloir bien évidemment, le tir de l'attaquant vénézuélien. C'était pas Raimes d'ailleurs. Un mur peut-être pas assez fourni, c'est un tir de Maldonado. Mais le mur ne l'a pas touché, le mur s'est écarté. Et c'est en dernier moment un défenseur péruvien, je pense que c'est Del Solar, qui a pris Purizzaga à contre-pied. Et le match donc complètement relancé. Et enfin, les Vénézuéliens ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire mettre le ballon au fond des filets. Ça, c'était tout à fait extraordinaire. C'était la 16e minute de jeu. Et bien dites-moi, bravo les Vénézuéliens, ils le méritaient ce but. Ils le méritaient. Ils avaient d'ailleurs déjà fait match nul 1 contre le Pérou, c'était en 1989, il y a 2 ans. Alors ça va certainement éveiller de mauvais souvenirs chez les hommes de Miguel Compagnie. Il va falloir qu'ils se reprennent très très vite. Ce but qui est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe, un coup de tonnerre dans un ciel serein. Attention à la Rosa ici, un petit pont sur la personne de Jiménez, il remet vers le centre. Rodriguez intelligemment qui passe à Yanez et Yanez qui écrase un petit peu sa frappe sous la pression de Andrés Paz. Eh ben dites-moi, en tout cas, on a de la chance dans ce groupe-là, on voit de l'action, on voit des occasions et on voit des buts. On voit beaucoup de buts en effet, puisqu'il y a déjà eu 18 buts de marqués en 6 rencontres, 3 buts par match. Dites-moi, c'est pas mal comme moyenne, hein. Ça pourrait en tout cas se comparer favorablement avec certaines épreuves du type Coupe du Monde, voire même Championnat de France. Regardez la Rosa, un petit pont de l'extérieur du pied. Il centre intelligemment en retrait. Un petit cafouillage. Rodriguez remet vers Yanez. Et Yanez qui aurait peut-être dû prendre sa chance tout de suite plutôt que de contrôler. Il était en deçà du point de pénalty et la cage était ouverte. Enfin, on va pas refaire l'histoire. Non, on ne peut pas refaire l'histoire. En tout cas, le résultat, c'est que après 17 minutes de jeu, eh bien, le Pérou et le Venezuela sont à égalité, un partout. Un but de La Rosa, donc, à la 11e minute. Suivi donc de ce but de Maldonado à la 16e. Un but sur un coup franc qui a été dévié par la défense péruvienne. Et le pauvre William Pacheco dans cette action qui a payé de sa personne et va être obligé de sortir sur une civière. Alors qui va le remplacer? C'est peut-être Seferino Bencomo, défenseur du club de Caracas. Attendez, on l'a sorti du terrain. Oui, on va voir d'abord si on peut le remettre sur le terrain, le pauvre Pacheco. Ça, c'est une bonne décision de la part des organisateurs d'avoir donné des consignes de sévérité au niveau des arbitres à chaque fois qu'un joueur est blessé pour éviter que l'on perde trop de temps, pour donner du rythme à la rencontre. On le fait sortir sur civière, mais Pacheco ne me paraissait pas très gravement touché. On s'est sans doute ou peut-être inspiré du rugby pour cela, puisqu'en effet c'est quelque chose que l'on pratique depuis fort longtemps dans le tournoi des 5 nations et dans la Coupe du Monde. Les Vénézuéliens qui semblent avoir abandonné complètement toute velléité offensive, tout du moins pour l'instant. Bon, ils ont rempli leur contrat, c'est ce qu'ils voulaient, un but, ils l'ont eu sur coup franc. Et je crois qu'ils seront tout à fait heureux de se replier, de faire le hérisson. Attention à cette montée de Bravo. Et quelle envolée de Franco Fracciana. Une envolée qu'on ne qualifiera pas de lyrique, mais en tout cas qui était fort réaliste et qui lui a permis de mettre cette offensive de genre péruvien dans sa poche arrière gauche, c'est-à-dire en toute sécurité. Ne serait-ce pas Miguel Echenosi qui a remplacé William Pacheco, ce qui serait normal d'ailleurs puisque Pacheco était arrière gauche nominal et Echenosi est un poète du gauche. Poète du gauche d'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelait César Cueto, un des plus fameux joueurs péruviens au début des années 80.
On est toujours un petit peu nostalgique d'ailleurs du côté de Lima. On est nostalgique des Kubillas, des Sotil, des Chumpitas. Oui, on est nostalgique. On rêve encore à cette équipe péruvienne qui avait été si brillante. On s'en souvient, c'était au Mexique. Alors que c'était en des conditions d'ailleurs très difficiles, puisqu'en 70, juste avant qu'ils se rendent au Mexique, il y a eu cet épouvantable tremblement de terre au Pérou. Les joueurs avaient tenu à participer. Et ma foi, ils s'étaient fort bien comportés, puisque je crois qu'ils n'avaient été battus qu'en quart de finale par le Brésil sur le score de 4-2. Et c'était vraiment une très très belle équipe péruvienne. Une équipe péruvienne à la recherche de son passé, une équipe péruvienne également qui pense à 1982, à une équipe qui est également de bonne qualité. Percy Olivares, assez sévèrement taclé, il se tient la cuisse droite. C'est une béquille. Sans doute, je pense que c'est plus de peur pour demain pour Olivares. C'est un carton jaune pour Andrés Paz en tout cas, le premier de cette rencontre. Ah, on a d'ailleurs une chose à vous dire pour ces cartons jaunes, parce que nous avons résolu un mystère qui vous a sans doute, c'est quand même pas très joli ça, hein, un mystère qui vous a sans doute étonné, tout comme il nous a étonné nous-mêmes, à savoir que nous avons vu des joueurs évoluer sur la pelouse avec 2 cartons jaunes. Par exemple le cas de Nelson Paragues pour l'équipe chilienne, ou José Jiménez qui joue d'ailleurs ce soir pour l'équipe vénézuélienne. Et on se demandait, bon, 2 cartons jaunes en principe ça fait un match de suspension. Eh bien détrompez-vous, pas du tout. Ils peuvent en prendre 25, 26, 27, ils ne seront pas suspendus. Les suspensions ne sont attribuées que pour les cartons rouges. Et un carton jaune, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on écope d'une amende de 100 $, qui sera donc payé par l'équipe. Et j'imagine que ces cartons jaunes seront sans doute pris en considération par la Fédération internationale après ce tournoi. Mais en tout cas, dans le tournoi, ils n'ont pas d'incidence directe. Je vous propose de suivre ce coup franc, non pas tiré par Percy Olivares, qui est en train de se remettre un petit peu de ce tacle sévère de Paz, mais par Alfonso Yanez. Il met là-bas dans le paquet. Jiménez s'est fait prendre de la tête, mais c'est Raimez qui peut organiser la contre-attaque avec ensuite Carlos Maldonado qui remonte à toutes jambes. Il a aperçu là-bas sur la gauche Echenosi qui voulait remettre directement avec Maldonado, mais s'est interposé avec à propos Martin Rodriguez. Echenosi qui nous fait ici la preuve de la qualité de son tacle. Et cela dit, c'est également quelqu'un qui en principe joue arrière-gauche. Et alors qu'on a vu lors du match contre le Paraguay faire de très très jolies choses en milieu de terrain. C'est dire surprenant que Pignanelli ne l'ait pas aligné au début de la rencontre. Et Echenosi, dans son club de Táchira, qui a terminé en milieu de championnat, eh bien joue stopper. Ah oui, c'est un petit peu l'homme à tout faire. C'est vraiment l'homme à tout faire, en effet. Les Péruviens qui paraissent un petit peu assommés par ce coup du sort. José del Solar qui saute son milieu de terrain, alors que la Rosa a reçu un Vénézuélien sur la tête. Attention, si c'est passe, c'est le carton rouge. C'est d'ailleurs pour ça que tous les hommes de Pignanelli sont venus autour de monsieur Armando Pérez Hoyos. Le réalisateur chilien. Je crois que c'est la 2e expulsion de la Copa América, effectivement, après celle d'Espinoza. Mon Dieu. Une expulsion déjà qui prêtait à beaucoup de discussions lors de la journée inaugurale. Et bien voici la 2e. Quelle manière de fêter votre première sélection en équipe nationale. Andrés Paz sur une faute vraiment stupide. Ce qui veut dire que les Vénézuéliens ne sont plus qu'à 10 sur le terrain face aux Péruviens et qu'il reste encore 70 minutes à jouer. Ça risque d'être très très difficile pour les hommes de Pignanelli. Voici un bon coup franc avec Alfonso Yanez à la manœuvre. Quelques sifflets dans le stade national, une expulsion peu appréciée. Il faut dire qu'on n'a pas vraiment vu de très très vilain geste depuis le début de la Copa, que c'est peut-être quand même un petit peu sévère, cela dit. Le règlement, c'est le règlement. Au 2e poteau là-bas. On a pu récupérer avec... et un 2e but marqué par le numéro 10, César Rodriguez. Sur un excellent centre de José del Solar. Il m'avait surpris Del Solar, je ne pensais pas qu'il se trouvait là-bas à gauche, parce que d'habitude, il se place au point de pénalty, c'est pour ça que j'hésitais un petit peu. Et un tir contré, eh bien on rend la monnaie de la pièce. Du côté des Vénézuéliens, un tir contré par Michel Echenosi qui venait de rentrer. Alors décidément, tous les malheurs sur la tête de cette équipe de Pignanelli. Vraiment, pas de chance, on revoit l'action ralentie. On pourrait presque d'ailleurs attribuer le but au défenseur vénézuélien. Et en effet, il faisait le geste de frapper la balle. Je ne sais pas d'ailleurs comment les statisticiens regarderont ça, cela dit. Il y en a sans doute qui nous écoutent en ce moment. Vous connaissez la réponse? Moi, je ne la connais pas.
Sans aucun doute, on le donnera à César Eduardo Rodriguez. Et ça lui fera très plaisir. Cela dit, l'action a été créée en effet aussi, on peut le dire, par l'expulsion de Paz, qui est un défenseur. Il n'y avait personne sur son flanc. La Rosa qui s'est heurtée à José Jiménez. Et monsieur Armando Pérez Hoyos n'a pas bronché. Ce Armando Pérez Hoyos qui a une histoire assez extraordinaire puisque c'est le seul gardien à ma connaissance. Seul arbitre, vous voulez dire? Le seul arbitre, pardon. Qui a été enlevé 2 jours avant le début d'un championnat pour qu'on lui donne des consignes du côté de Medellín. Oui, il avait été victime des messieurs de la drogue du côté de Medellín, donc la ville colombienne. Il avait été donc enlevé. Il y a de la drogue en Colombie. Vous croyez? Quelle idée. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est pas qu'il a été enlevé, c'est qu'il s'en soit sorti vivant. En tout cas, elle s'en est sortie vivant et de belle manière, puisque le voilà aujourd'hui en train d'arbitrer son premier match de Copa América, dans cette compétition en tout cas, puisqu'il avait déjà été présent dans la compétition 1989. Et c'est vrai qu'on s'en sort pas toujours vivant avec les pontes de la drogue en Colombie. Je pense notamment à Alvaro, un homme en noir qui, à la suite d'un match qui n'avait pas été faveur aux trafiquants de drogue, eh bien, avait été assassiné en pleine rue de Medellín. Le championnat avait été annulé et à la suite de cela, seul le National de Medellín, tenant de la Copa Libertadores, avait pu donc participer à l'équivalent de notre Coupe d'Europe des champions. Donner ces informations, c'est loin d'être inutile, car en effet le football sud-américain est inextricablement lié à la situation politique. Pour ces joueurs péruviens par exemple, il est évident qu'ils doivent s'entraîner et jouer sous la pression d'un groupe de terroristes qui s'appelle le Sentier Lumineux. C'est un groupe maoïste qui fait vraiment régner la terreur au Pérou. Et un joueur péruvien d'ailleurs avait trouvé la mort lors d'un attentat, une bombe qui avait été laissée dans un vestiaire, si vous arrivez à imaginer ça. Il avait trouvé la mort lors de l'explosion. Alors résultat, les joueurs péruviens, quand ils s'entraînaient au Chili, devaient s'entraîner sous la protection de policiers vêtus de gilets pare-balles. Vous imaginez un petit peu la difficulté dans laquelle ces joueurs doivent s'exprimer. C'est vraiment extraordinairement difficile, et on ne peut que les en féliciter. En tout cas, encore un carton jaune. Et il connaît tout pour sa première sélection, César Eduardo Rodriguez. Un but et un carton maintenant. Alors espérons qu'il ne va pas rejoindre trop tôt Paz au vestiaire. 2-1 pour le Pérou. Avec Rivas ici. Bien difficile à arrêter. Heureusement là, José del Solar s'était interposé avec à propos. On relance avec le petit César Rodriguez. Il a à sa gauche La Rosa. La Rosa de l'extérieur qui essaye de trouver là-bas Alfonso Yanez. Ungo donne à Ricardo Bravo qui multiplie les montées sur la droite. Et un dégagement timide de José Flores. Qui ne fait pas dans la dentelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors comment on va s'organiser du côté des hommes de Pignanelli? Est-ce qu'on va rester à 3 en défense ou alors est-ce qu'on va faire descendre un homme comme Roberto Cavallo ou Ildemaro Fernandez? On va essayer de voir ça tout de suite. Alors que les Péruviens vont procéder à leur premier remplacement, c'est Percy Olivares qui finalement, dans le tacle de Paz, a été plus sévèrement touché que prévu. Il laisse donc sa place à Octavio Vidales. Octavio Vidales, un garçon de 27 ans qui évolue au sein du club Universitario, champion de son pays. D'ailleurs, l'un des clubs, on peut le dire, les plus connus du football sud-américain. L'un des traditionnels avec l'Olimpa d'Asunción, avec le Racing Club ou Boca Junior. Ouh, une frappe de Yanez. Yanez qui a réussi à donner sur la gauche justement à ce Octavio Vidales. Frachana qui se couche bien, Frachana qui n'a pas eu vraiment beaucoup de chance sur le premier but. Vraiment une grossière erreur de ce gardien pourtant expérimenté puisqu'il a déjà 31 ans. Cela dit, il ne comptait qu'une seule sélection avant le début de cette Copa América. C'était un petit peu les nerfs qui ont joué. Frachana qui est tout bon ou tout mauvais. Là en l'occurrence il était tout bon, bien couché, pas de problème pour arrêter le tir de l'attaquant péruvien. La Toque a une touche de balle. Bravo. Et c'est son nom, hein. C'est pas Gilles, bravo. Oh, c'est joli ce jeu à une touche de balle. Ça fait vraiment plaisir à voir ça. Ces joueurs péruviens sont d'ailleurs parmi ceux qui le pratiquent le mieux. En tout cas au milieu de terrain. Devant c'est un petit peu plus difficile. Alors, il manque vraiment de cet attaquant supplémentaire qui aurait un petit peu de tranchant, de réalisme. Un Monzon par exemple ou un Nefa ou un Zamorano. Il leur manque ce petit quelque chose qui pourrait transformer leur velléité offensive et tout leur talent individuel en une succession de buts. Cela dit, des buts, il y en a déjà eu dans ce match, 3 en l'occurrence, 1 pour le Venezuela. Ça c'est la bonne surprise pour les hommes de Pignanelli sur un coup franc de Maldonado contré par la défense péruvienne, et 2 pour les Péruviens. Le premier
La Rosa et le second César Rodriguez. Le voici justement La Rosa. La Rosa de l'extérieur du pied, mais finalement une bonne intervention de la tête de José Flores et on peut relancer là-bas sur la droite. Attention quand même, la ligne de touche n'était pas loin. On sent malgré tout quand même que ce match se déroule à un autre niveau, avec un autre enjeu et une autre passion. Cela dit, nous sommes peut-être aussi trompés par le fait que le volume sonore du public est extrêmement bas. C'est-à-dire on sent du côté des joueurs peut-être quelque chose de différent. Quand on compare la prestation du Venezuela avec celle contre le Paraguay, où vraiment c'était enthousiaste et tout fou, et d'ailleurs assez dangereux, ou celle du Pérou contre le Chili, où vraiment ils avaient été parfois absolument superbes. C'est le jour et la nuit. Attention quand même à Rodriguez. Rodriguez qui arrive à trouver tout seul Yanez. Mon Dieu, il a vraiment essuyé la poussière sur le poteau gauche. Ça n'a vraiment fallu de très peu. Et pourtant, regardez, il avait parfaitement contrôlé. Elle lui était restée dans les pieds. Il a essayé de mettre le long du poteau droit de Franco Fracciana. Alors peut-être qu'il aurait fallu mettre en intérieur. Maintenant, cela va bien vite. Et c'est plus difficile, plus facile à dire qu'à faire. Peut-être faire une Joao Paulo, c'est-à-dire glisser le ballon gentiment lobé, puisque le gardien vénézuélien était couché. Cela dit, ça repart tout de suite pour le Pérou. Avec Vidales, enfin une Joao Paulo, on peut appeler ça aussi une Gires. Hein. C'était un spécialiste. Il a fait lever le stade municipal, là-bas, en Gironde, notre ami Gigi. J'essayais juste de ne pas être trop chauvin. Nous avons parfois tendance à nous prendre nos repères un petit peu trop souvent face au football français. Nous autres journalistes sportifs, il n'est que juste de prendre nos références dans le football là où il se joue, c'est-à-dire en Amérique du Sud. Ah ben il y en a, dites-moi. Regardez-les, ces Quechua, ces supporters péruviens qui ont fait ma foi un fort long voyage. J'espère pour eux qu'ils sont venus en avion parce que croyez-moi, ça n'est pas rigolo de traverser la cordillère des Andes. Le Pérou bien évidemment est situé au nord du Chili. Le Pérou, l'ancien empire inca conquis par Pizarro. José Del Solar qui a pris le brassard de capitaine qui donne dans l'axe à Rodriguez. La Rossap que l'on voit beaucoup en ce début de rencontre. Mais là, un petit peu trop brouillon. On n'arrive pas à relancer. Il n'y a personne qui se rend disponible du côté vénézuélien. Néanmoins, la balle dans les pieds de Rivas. Toujours ce redoutable extérieur du pied. Mais là, Alfonso Yanez ne s'y est pas laissé prendre. Il a donné à César Rodriguez. Un centre pas assez enlevé. Jiménez qui conseillait de donner derrière à Fracciana. Et le pauvre Yantis bien esselé là-bas tout seul en attaque. C'est un petit peu brouillon ce que les Péruviens font. Ça manque un petit peu de la clarté qu'ils nous avaient montré dans leur match précédent. Et puis il y a quelqu'un qui est complètement absent, c'est Rolré Hirano, qui est pourtant l'une des stars de cette équipe péruvienne et qu'on ne voit absolument pas. Ah, ça m'étonnerait, à moins coup du sort, comme le premier but, qu'ils arrivent à marquer une deuxième fois dans ce match, car il n'y a pas de jeu au poste du côté vénézuélien. On fait un petit peu n'importe quoi. Toutes ces sorties, toutes ces blessures ont complètement désorganisé l'équipe de Pignanelli. Puis n'oublions pas qu'il joue à 10. Hein. N'oublions pas que Andrés Paz a été expulsé à la 22e minute par M. Pérez Hoyos pour une faute anodine, mais il avait déjà commis une faute plus sévère. Il avait écopé d'un carton jaune. Puis peut-être qu'il a rajouté quelque chose, qu'il a eu quelques mots de trop. Et ma foi, l'arbitre n'a pas hésité. Il l'a expédié hors du terrain. Alors au niveau de l'organisation, sur ce que j'ai aperçu, il me semble que José Jiménez a décroché. On a deux stoppeurs qui essayent de marquer donc les deux avants de pointe, Hirano et La Rosa. Ils font un marquage à la culotte, en l'occurrence Echenosi et Flores. Et puis Laureano Raimes, qui normalement est deuxième relayeur, là joue en armador, c'est-à-dire juste devant sa défense en premier récupérateur. Et les Péruviens, on a l'impression qu'ils sont en train d'appuyer sur l'accélérateur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mon cher Philippe. Écoutez, j'en pense en effet, ils sont en train d'essayer. Cela dit, ça me met un petit peu brouillon, c'est pas tout à fait la même clarté. Les Vénézuéliens, eux, remarquez, c'est pas clair du tout non plus. Alors, puisqu'on parlait de jeu au poste du côté des hommes de Pignanelli, il y en a en défense dans l'équipe de Miguel Company, que l'on voit ici à l'écran. Bravo est bien à droite, Vidales bien à gauche, Arteaga et Del Solar dans l'axe central. Par contre, en première récupération, en organisation, les rôles sont mal répartis entre Alvaro Bargo, César Rodriguez et Martin Rodriguez. Un coup franc dans les fesses de monsieur Alvaro Bargo. Je crois que Jaime
avait des visions de faire la même chose que Maldonado lors du coup franc précédent qui avait amené le premier et unique but du Venezuela dans cette compétition. Alors que les Péruviens, ma foi, eh bien écoutez, ils ont bravé le froid. Vous pouvez voir, ils sont vêtus de chaude pelisse et qu'ils n'hésitent absolument pas à encourager leur équipe, surtout j'imagine pour se tenir au chaud. Puis malgré tout, une victoire pour le Pérou, ça serait la bienvenue, puisqu'en effet le Pérou est toujours à la recherche de sa première victoire dans cette Copa América 91. Parmi les supporters, j'ai reconnu quelques habitants du lac Titicaca. Il y a peut-être également quelques Japonais, parce qu'il y a une chose que beaucoup de gens ignorent. Alors, Jorge Rano, d'une part, on va parler un petit peu de la filière japonaise du Pérou. Jorge Rano a joué au Japon, ce qui est déjà assez extraordinaire en soi. Mais lorsqu'il l'est encore plus, c'est que le Pérou est un pays où il y a plusieurs centaines de milliers, 300 000 exactement, Japonais qui vivent, et notamment le nouveau président du pays qui s'appelle Alberto Fujimori. Comme quoi, on a des surprises parfois du côté de la cordillère des Andes. Ben, c'est Zico qui va être content, puisque Zico, on vous le rappelle, jouera dans le championnat japonais l'année prochaine. On remonte au petit trot du côté péruvien. Un ballon qui va parvenir à Vidales, Octavio Vidales, qui lui aussi joue dans le club d'Universitario, le meilleur club du pays. Vidales qui récupère, un jeu à une touche. Attention à Yanez, Yanez qui a transmis au petit Rodriguez. On est passé de la gauche vers la droite là-bas avec Ricardo Bravo qui centre, une tête de La Rosa. Et La Rosa a été arrêté, aucun problème pour Franco Fracciana. Parce que vous parlez d'arrêter, la défense vénézuélienne était également complètement arrêtée sur cette action. Alors une autre différence dans le schéma défensif vénézuélien que je remarque, c'est que par rapport au Paraguay où ils étaient extrêmement agressifs dans le milieu de terrain, ils semblent avoir totalement accepté le fait que les Péruviens puissent mener le ballon tranquillement jusqu'aux 20-25 mètres. Et ce n'est qu'après qu'ils commencent à défendre, ça me paraît un petit peu léger tout ça. Cela dit, quand on n'est que 10 et que c'est un défenseur qui manque, et bien ma foi, c'est un petit peu plus difficile pour s'organiser. Cela va sans dire. Et Fracciana qui jouait les Higuita. Enfin, Higuita, il sera parti au pied. Il dépassait le rond central, il tentait un lob sur les buts de Purizaga. Allez, José Del Solar qui maintenant est monté en milieu de terrain. Chemo, à l'extérieur du pied gauche pour Vidales qui joue pratiquement lié gauche maintenant. Un centre lifté qui arrive au point de pénalty, une bonne remise. Malheureusement trop en profondeur car il y avait les petits Martin Rodriguez qui rôdaient aux alentours des 6 mètres. Les Péruviens donnent l'impression, dès qu'ils appuient un petit peu sur l'accélérateur, qu'ils pourraient pratiquement marquer comme ils le veulent. On a l'impression vraiment d'un manque de détermination du Venezuela. En fait, je crois qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, à savoir marquer un but, puisqu'ils n'en avaient pas marqué dans cette Copa. Et puis qu'ils se reposent un petit peu sur leur laurier, on les voit aller vaquer tranquillement à leurs occupations, sans ma foi prêter trop d'attention aux attaques adverses. Vous allez voir quelque chose d'assez extraordinaire, quelque chose de jamais vu. C'est bien l'apparition de notre partenaire financier. Et sûrement que ceci va réveiller les Péruviens, vous allez voir. Espérons-le, je ne sais pas si jamais ils portent les plans sportifs de la même marque. En tout cas, n'en faisons pas trop, c'était joliment fait, ça encore une fois. Beaucoup d'espace sur le côté droit. Avec encore Ricardo Alberto Bravo, qui a tout son temps pour centrer, malheureusement. Il dévisse ou alors il est contré? En tout cas, il a été contré en l'occurrence. Et en tout cas, il a sans doute tardé un petit peu pour expédier ce centre. Il est contré et il s'est fait engueuler en péruvien par José Del Solar. C'est-à-dire en espagnol. Ah! Et bien voilà, alors Adidas, même si ça se termine en As, ça n'est pas espagnol. Ah, vous savez, j'ai reçu des bacs chiches de Bernard Tapie, alors c'est pour ça qu'il fallait que je l'annonce. Voilà, bon, la chose est faite. Et maintenant, aux messieurs les Péruviens de tirer non pas les premiers, mais les quatrièmes. C'est un quatrième but en effet dans ce match. Serait marqué si seulement. Si seulement Yanez avait mieux ajusté sa tête. Une récupération de José Arteaga, le solide stopper péruvien. Il y a beaucoup d'espace ici pour La Rosa. Il a tout son temps pour centrer en retrait. Del Solar qui arrive à remettre derrière à Rodriguez pour l'autre Rodriguez. Et vont-ils y arriver? C'est absolument incroyable. Comment ne pas marquer? C'est tout à fait extraordinaire. Les 957 spectateurs qui manifestent leur dépit, peut-être avec une petite dose d'ironie. En effet, revoyons ça, c'est tout à fait exceptionnel. Une première fois Del Solar, une deuxième fois Rodriguez et une troisième fois l'autre Rodriguez qui a oublié quelque chose en cours de route. Quelque chose de rond en cuir qui s'appelle le ballon. Enfin, je vous propose un remplacement. Et bien voilà, et bien c'est Robert Rodagela, encore un très jeune joueur de cette équipe de Toshira, qui va faire son entrée sur le terrain aux dépens. Alors là, c'est une surprise de Stalin Rivas. Peut-être que Stalin Rivas a des petits problèmes physiques. Tout simplement,
C'est l'intention de M. Pignaleni de faire rentrer peut-être un... Non, il n'est pas défenseur pourtant, c'est un attaquant. Je me souviens que Saline Rivas avait été blessé dans l'édition 89 de la Copa América. Peut-être alors cette vieille blessure qui s'est réveillée. En tout cas, encore un coup dur pour l'équipe de Pignanelli. Et je vous rappelle qu'ils ne sont venus qu'à 20 au Chili. Oui, ils ne sont venus qu'à 20. C'était une des rares équipes qui ne sont venues qu'à 20. Cela dit, je crois que les Péruviens également, il y a une petite particularité. Ils sont venus à plus de 20, mais ils n'ont pas de numéro 13. Ça porte bonheur. Ou ça porte malheur, ça dépend. Ça porte bonheur par exemple à Thierry Marie qui est en ce moment au maillot jaune et qui croit que le numéro 13 est celui par lequel la victoire arrive. Un très bon pressing là, de la part du petit Rodriguez. Très actif, un joueur aux 4 poumons. En tout cas, il se dépense sans compter pour essayer de maintenir le ballon dans le camp des Vénézuéliens. C'est extraordinaire comme une équipe peut changer de physionomie d'un match à l'autre. Autant le Venezuela nous avait vraiment séduit contre le Paraguay, pourquoi ne pas le dire. Autant là, ils font vraiment une performance plutôt médiocre. Bien sûr, ils ne sont que 10. Mais vraiment, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'ils nous avaient montré. Je ne crois pas que ça a été à l'avantage du Chili de jouer le petit poussé en premier, car ils avaient encore des réserves aussi bien mentales que physiques, alors que là, la compétition atteint la fin pour le Venezuela. Et finalement, je crois qu'ils n'espèrent qu'une chose, entrer le plus vite possible à Caracas et oublier ce cauchemar. Oui, oublier ce cauchemar, le Venezuela qui a la mauvaise habitude de prendre pratiquement 5 buts par rencontre. En fait, le Venezuela aussi sans doute très fatigué, qui a eu un programme extrêmement chargé. Il n'aura pas connu de plus de 2 jours entre chaque match. C'est beaucoup pour des joueurs qui sont des semi-pros. En effet, le championnat de Venezuela, qui regroupe 18 équipes, ne compte que des amateurs dits marrons entre guillemets, enfin des joueurs qui jouent pratiquement au cachet, pas au salaire. C'est donc extrêmement difficile pour eux. Et malgré les remplacements effectués par Victor Pignanelli, il semble que la fraîcheur ne soit pas vraiment la première qualité de cette équipe vénézuélienne. Yanes a sorti là-bas pour José Arteaga qui a remis sur Ricardo Bravo. Bravo qui a 21 ans depuis le 1er juillet. Bon anniversaire. Un autre anniversaire à fêter, c'est bientôt celui de Laureano Raimes, le capitaine vénézuélien qui préférait sans doute le fêter sur une victoire, mais ça paraît mal engagé pour cela. Il aura donc 30 ans dès demain. Et voilà mes copains du lac Titicaca. Alors on dit toujours que le Venezuela n'a jamais rien gagné. Eh bien ce n'est pas vrai. Ils ont déjà gagné quelque chose. Certes Oui. pas très glorieux, mais ils ont gagné quelque chose. Ils ont gagné quelque chose, oh, pas glorieux, c'est mieux que rien. Ils ont gagné en effet la médaille d'or aux Jeux d'Amérique centrale en battant Cuba par 1-0. C'était en 1982. L'un des rares succès internationaux de cette équipe vénézuélienne. Et puis ils ont gagné également le trophée du fair play lors des championnats d'Absun des moins de 20 ans disputés au Venezuela en février de cette année. Je peux vous dire une chose, ils ne le remporteront pas cette année puisqu'ils ont déjà commis, je crois, le nombre record d'avertissements dans cette Copa América. Cela dit, des avertissements plutôt dus à l'inexpérience qu'à la méchanceté. On a vu très peu de choses méchantes d'ailleurs dans ce groupe A. On ne peut que s'en féliciter, y compris dans le match Chili-Venezuela, Chili-Argentine, pardon, bien évidemment, dont on attendait qu'il soit une répétition du match Boca-Colo-Colo où les joueurs s'étaient livrés un véritable pugilat en fin de match, à tel point que 2 joueurs avaient d'ailleurs terminé en prison, Montoya et Batistuta, les hommes de Boca Junior. Attention à ce déboulé de la Rosa, il est signalé hors jeu. Oh, c'était superbe malgré tout. Il avait touché du bois. C'est des poteaux ronds, c'est pas des poteaux garés comme à Glasgow. On rassure les Stéphanois. Ces fameux poteaux qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'était bien joué quand même. C'était très joli. Enfin, c'est toujours facile, vous savez, quand l'arbitre a sifflé, on est beaucoup plus décontracté. Et on dit toujours, ah, j'aurais dû le faire avant. Notamment dans l'action précédente, là où il y a eu les 4 tirs. On se demandait comment le ballon n'a pas atterri au fond des filets de Fracciana. On relance avec Yanez. Yanez pour José Del Solar. Vous avez fait grosse impression face au Chili. Alors que le numéro 19 vénézuélien, que vous voyez tout près du ballon en ce moment, eh bien il est rentré pour remplacer Stalin Rivas, qui est un feu follet d'attaquant, et il semble jouer pratiquement maintenant milieu défensif. Là, c'est une attaque-défense, de toute manière. Hein. Du côté des Péruviens, on joue soit ailier droit, soit avant-centre, soit ailier gauche. Et puis du côté des Vénézuéliens, on joue soit arrière gauche, soit défenseur central, soit arrière droit. C'est à peu près ça. Avec Purizzaga en libéraux. C'est un peu ce que les Péruviens appellent une collectivo, ça, un petit match d'entraînement. Ah, ça, c'est mes copines du lac Titicaca. Je les connais tous là-bas. Très joli pays, comme dit notre ami Gérard Herras. Couverture sans problème pour Marcano. C'est vrai que c'est un petit match de routine. Hein.
Mais pour les Péruviens, c'est le problème. Comment aborder ce match? Ils savent que pour se qualifier pour la phase finale, il leur faut compter sur des performances d'équipes adverses qui paraissent un petit peu contre la logique. Le Pérou est pratiquement sorti de cette compétition à la suite de cette défaite face au Paraguay 1-0, une défaite qui était un petit peu malheureuse d'ailleurs. On pensait que les Péruviens seraient parvenus à refaire leur retard lors de ce premier match. Et puis lors de cette également de la défaite 4-2 de ce match fou à Concepción, ils ont un peu perdu donc les pédales ces Péruviens, et les voilà donc en dernière position pour l'instant de ce groupe A avec 0 points. Ça n'est pas beaucoup, c'est en tout cas pas assez certainement pour se qualifier pour la phase finale. Donc comment aborder ce match contre une équipe très modeste qui se satisfait de la pure défense? Avec ici une superbe tête signée Yanez. Et un superbe arrêt de Fracciana. Il avait un petit peu glissé au départ. Enfin, il s'était bien repris, Fracciana, qui décidément a des hauts et des bas. Il les avait généralement d'un match à l'autre. Cette fois-ci, il a des hauts et des bas dans le même match. Et Bravo qui récupère après une nouvelle course de 40 mètres. Oh, Yanez un petit peu court au premier poteau. Néanmoins, Del Solar peut reprendre du gauche. C'est pas fini avec une frappe terrible ici. Une frappe signée José Arteaga. Sous les yeux de Miguel Compagnie et de José Carlos Lima de Souza qui prépare les hommes de ce dernier. Regardez cette frappe. Il avait en fait donné trop d'effet à son ballon. On a vu le ballon, ce swing du ballon qui donc est sorti et passé à droite des poteaux de Fracciana. Il n'a pas la précision d'un Branco par exemple. Robert Rodalega, le jeune garçon de Táchira, eh bien s'en sort pas mal dans une mêlée péruvienne. Maldonado a réussi à glisser à Yantis. Yantis qui est obligé de rebrousser chemin. On va retrouver là-bas sur la gauche sûrement Miguel Echenosi. Et pour personne, ils sont que 4 en attaque, c'est bien difficile. Surtout que les Péruviens se montrent quand même assez prudents malgré tout. Ils assurent bien la couverture. Mais ils ont déjà pris un but stupide et ne voudraient pas en prendre un second. Il leur faut malgré tout gagner s'ils veulent espérer conserver une toute petite chance de qualification. Le Pérou qui a gagné 2 fois cette Copa América, en 39 et en 75. Mais ils n'ont jamais été finalistes, je crois. Ils n'ont en effet jamais été finalistes, je vous le confirme. Del Solar au four et au moulin. Rodriguez a essayé de jouer en une touche. Malheureusement, sans succès. Êtes-vous comme moi, mais j'ai l'impression que j'entends des sifflets, alors que tout à l'heure j'entendais des crécelles. Les sifflets du public chilien, ou peut-on l'appeler plutôt du public péruvien, des quelques centaines de supporters péruviens qui ont fait le voyage de Lima à Santiago pour encourager leur équipe, qui doivent être un petit peu déçus, qui font contre eux mauvaise fortune bon cœur en tout cas. Et des sifflets qui, ma foi, ne sont pas totalement mérités. L'équipe péruvienne fait tout ce qu'elle peut pour essayer d'aggraver le score, mais encore une fois, on peut les excuser. En effet, c'est extrêmement difficile de se motiver dans un match comme cela, puis contre une équipe qui a décidé, particulièrement depuis l'expulsion de son défenseur Paz, de jouer la défense et rien d'autre que la défense. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité d'un attaquant en profondeur, d'un attaquant percutant du côté des Péruviens. Alors pourquoi Miguel Compagnie a-t-il laissé sur la touche Navarro par exemple? Ça c'est une grande question d'ailleurs qu'on lui pose pas mal quand il est à la maison au Pérou. Navarro, un joueur extrêmement expérimenté d'ailleurs, puisqu'il faisait partie de cette formation 82 qui était parvenue à se qualifier en Coupe du Monde. Et en effet, on peut se demander pourquoi Navarro ne joue pas alors qu'il serait sans doute bien utile à cette formation pleine de talent, mais qui manque d'un finisseur. Ça ne fait absolument aucun doute. Pour l'instant, on balance dans le paquet. Là, c'était Vidales pour La Rosa. Et puis après, on remet derrière aux 40 mètres. Ça manque quand même de créativité. Avec Yanez ici, un bon jeu à 3 pour Bravo. Bravo qui a essayé de remettre sur Roberto Martinez. Il y a toujours un défenseur vénézuélien sur le chemin du ballon. Il y a du monde, hein. Il y a du monde dans les 16 mètres. Il y a pratiquement plus de monde dans les 16 mètres vénézuéliens que dans le stade tout entier. Mais c'est pas en balançant comme ça des grands ballons, là où le surnombre est dans la défense vénézuélienne, que les Péruviens vont trouver l'ouverture. Un excellent joueur ce James, une très jolie conduite de balle avec Stalin Rivas et à un moindre titre peut-être Carlos Maldonado. Il fait partie des grandes satisfactions de cette équipe vénézuélienne. Cela dit, James, 30 ans demain donc, il est sans doute trop tard pour lui pour espérer mener une carrière ailleurs que dans son club de Táchira.
Et une chose assez curieuse que l'on peut dire pour cette équipe vénézuélienne, c'est qu'aucun des joueurs du club champion, le Hula Mérida, ne figure dans cette équipe vénézuélienne, ce qui est assez extraordinaire. Pignanelli, qui lui a été élu meilleur entraîneur de la saison cette année, enfin pendant ce championnat, a décidé donc de se priver des joueurs de la meilleure équipe vénézuélienne. C'était quand même assez surprenant. Et la Rossa, encadré de 5 rouges, a réussi à trouver Yanez. Yanez qui remet derrière à Del Solar. Attention à la frappe de Del Solar. Del Solar qui a pris sur Rodriguez. Un bon jeu à deux. Frachena hésite à sortir. Oh! Et il s'en est vraiment fallu d'un tout petit cheveu. Que Jorge Hirano, que l'on avait peu vu depuis le début, un des deux étrangers, entre guillemets, de cette équipe péruvienne, eh bien, ne marque le 3e but pour ses couleurs avec un 1-2 superbe. Voilà enfin un jeu de passe dans la défense vénézuélienne. Et les Péruviens qui ont prouvé qu'ils pouvaient, en jouant au ballon, eh bien, marquer peut-être autant de buts que les Paraguayens contre ces pauvres Vénézuéliens. Eh bien, en tout cas, le score à la mi-temps, puisque M. Hoyos vient de siffler la fin de cette première période, eh bien, c'est 2-1. Pérou contre le Venezuela, but de La Rosa, Maldonado et Rodriguez. On se retrouve juste après cette pause publicitaire. Les joueurs péruviens sont déjà de retour sur la pelouse du Stade national de Santiago du Chili. Ils espèrent sans doute ajouter quelques buts de plus à ce score à la mi-temps. 2-1, 2 buts, je vous le rappelle, pour l'ultime, non pas l'ultime fois, mais pour la énième fois. But de La Rosa à la 11e minute. But de César Rodriguez à la 23e minute. Ça, c'était les 2 buts pour le Pérou. Et puis un but de consolation marqué par Carlos Maldonado, le numéro 10 vénézuélien. C'était à la 16e minute. Ma foi, une première mi-temps où, comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas eu énormément de passion. Cela dit, le public semble être un petit peu plus nombreux maintenant. Le public chilien qui ne s'est pas déplacé. On a vu beaucoup de supporters péruviens, extrêmement bon enfant, venus de ce pays voisin, de ce pays andin. Alors, les Vénézuéliens qui font également leur apparition sur la pelouse. Un petit pronostic pour ce qui va se passer pendant cette seconde mi-temps. Eh bien, ma foi, en effet, nous avons parié à la mi-temps avec nos collègues de Sportnet, Sportcanal et Screen Sport qu'il y aurait beaucoup de buts. J'ai pour ma part parié pour 6. Ça n'est pas être trop dur avec ces Vénézuéliens, car en effet, ils ne jouent plus qu'à 10 depuis l'expulsion de l'un de leurs défenseurs. À l'occasion, M. Paz, qui a été sorti par Armando Pérez Hoyos pour un coup de tête inopportun, alors qu'il avait déjà écopé d'un carton jaune auparavant. Une expulsion bien sévère, il faut bien le dire, Philippe. Oui, les arbitres sont extrêmement sévères depuis le début de la Copa. On voit comment ils ont notamment expulsé Espinoza lors du match contre le Chili. Et ils n'ont pas hésité à faire pleuvoir les cartons jaunes sur cette pauvre équipe vénézuélienne pour des fautes, ma foi, qui sont plutôt des fautes de naïveté que des fautes méchantes. Un jeu assez brouillon au milieu de terrain du côté des Péruviens notamment. Mais il faut dire qu'il manque peut-être un petit peu de préparation puisque cette équipe péruvienne n'a pas joué de match officiel entre septembre 89 et le 1er juin 91 et simplement 2 matchs contre l'Équateur et un seul contre l'Uruguay, dont 3 matchs de préparation. C'est peu pour trouver une certaine cohésion. On va revoir justement ce vilain coup de tête. Moi, j'ai absolument rien vu. C'est vraiment plus que sévère. C'est très sévère, cela dit, ils ont reçu des consignes. Le football sud-américain a une mauvaise réputation qui est parfois méritée. Si vous suivez le championnat d'Argentine sur TV Sport, vous voyez de temps en temps des gestes assez vilains. Cela dit, sur cette Copa América, ils ne méritent pas cette réputation. Visiblement, les organisateurs ont rendu les choses extrêmement claires vis-à-vis des participants à cette Copa América. Nous voulons du beau jeu, nous voulons prouver que les pays sud-américains sont capables d'organiser une grande compétition sans qu'il se passe trop de problèmes. Les organisateurs chiliens qui se disent d'ailleurs relativement satisfaits du public qu'ils ont pu avoir. Alors évidemment, ce soir c'est une déception, mais on pouvait s'y attendre. En effet, le Chili ne joue pas. Et il y a eu beaucoup de spectateurs lors des matchs de Chili. Le match Chili-Argentine a été suivi par quelque chose comme 75 000 spectateurs. D'autre part, il est en effet curieux pour le nombre de spectateurs qu'il était aussi bas dans certains matchs, par exemple, puisque la télévision chilienne ne montre pas ces matchs en direct afin de protéger la participation donc, des spectateurs dans les stades. C'est donc un petit peu surprenant. Cela dit, les organisateurs se déclarent satisfaits. D'ailleurs, savez-vous qui est le secrétaire général du comité d'organisation? Eh bien, c'est tout simplement le frère, ou plutôt, oui, c'est ça, le frère du président, et c'est le fils peut-être. Et c'est le fils. Ah, c'est le fils. C'est le fils du président chilien, Patricio Aylwin, qui est d'ailleurs le premier président civil que le Chili ait connu depuis 1973, date à laquelle je vous rappelle que le général Pinochet, l'homme aux lunettes noires, depuis à la retraite, s'était emparé du pouvoir aux dépens de Salvador Allende. Et il sera intéressant d'ailleurs pour le fils de Patricio Aylwin
que le Chili aille en finale pour qu'il retombe un petit peu dans ses sous dans cette Copa América. Oui, et également, ça sera intéressant pour l'équipe chilienne qui a peut-être une petite chance de convaincre la fédération internationale qu'elle peut rejoindre le concert international alors qu'elle avait été éliminée pour cette fausse note. Un gros couac, on peut le dire, un gros canard dont le héros malheureux avait été un certain Rojas, le gardien chilien, qui avait commis cette chose absolument injustifiable de feindre une blessure lors d'un match d'éliminatoire du Coupe du Monde contre le Brésil il y a 2 ans. Alors le Chili avait été suspendu par la Fédération internationale pour la Coupe du Monde 94. Les organisateurs chiliens et la Fédération chilienne de football espèrent convaincre la FIFA qu'il serait normal de réintégrer le Chili dans la grande famille du football international grâce à une organisation absolument parfaite de cette Copa América. C'est notamment ce qu'a déclaré le célèbre moustachu Carlos Caselli qui a dit « Si on gagne la Copa América, eh bien on mérite de participer aux qualifications pour la Coupe du Monde aux États-Unis ». Et puisqu'on parle aux États-Unis, de bonnes nouvelles là-bas puisqu'ils ont gagné la Gold Cup. La Gold Cup, c'est-à-dire la Coupe de la CONCACAF, et ce n'est pas une mauvaise performance du tout de la part des Américains puisque il y a notamment le Mexique et le Honduras, 2 équipes qui s'étaient déjà qualifiées pour la Coupe du Monde et qui avaient fort bien figuré. Évidemment, le Mexique qui avait organisé la Coupe du Monde en 70, on s'en souvient, et le Mondial 86. Les États-Unis donc qui sont en train de progresser lentement mais sûrement sous la houlette du Yougoslave Milunovic et qui sont en train de lancer un défi. Ils veulent en effet pouvoir au moins se qualifier pour le second tour de la Coupe du Monde 94. On a vu le ballon, donc on voit l'arbitre derrière, Armando Pérez Hoyos. On attend maintenant les Vénézuéliens. Voici Pedro Gallardo, un jeune garçon de 22 ans qui évolue dans le club de Portuguesa et qui va fêter sûrement sa 6e sélection. Il avait joué déjà contre le Chili, contre l'Argentine et contre le Paraguay. Contre le Paraguay, il avait été remplacé par Fernandez à la mi-temps. Et bien là, c'est lui à la mi-temps qui remplace Otilio Yontis. Ça fait en fait un milieu plutôt défensif qui remplace un milieu plutôt attaquant. Et c'est-à-dire que Pignanelli a bien l'intention de ne pas encaisser trop de buts. Jusqu'à présent, leur record dans la compétition, c'est 5 buts contre le Paraguay. C'était lors de leur dernier match, il y a de cela 2 jours. Et c'est reparti pour les Péruviens. Je vous rappelle que les Vénézuéliens jouent sans Rivas, sorti à la demi-heure de jeu. Donc devant, il ne reste plus que le pauvre Carlos Alberto Maldonado. Alors les 10 Vénézuéliens dans leur camp, dans leurs 40 mètres même, vont essayer de résister le plus longtemps possible. Maintenant, c'est simplement une question de temps. Les Péruviens entendent soigner leur goal average dans le cas improbable où le Paraguay viendrait à bout de l'Argentine, où le Paraguay serait un peu victime de sa fin de tournoi, puisqu'il doit rencontrer successivement l'Argentine et le Chili. Alors qui sait, si jamais le Paraguay perdait contre et l'Argentine et le Chili réalisait l'exploit, on peut le dire, de gagner contre l'Argentine, le Pérou, à la différence de but, pourrait encore se qualifier. Et c'est surtout le Chili qui est en danger. Ils doivent absolument maintenant, du fait du carton des Paraguayens face aux Vénézuéliens, eh bien battre les Argentins, car après on pourra assister à un espoir d'arrangement dans le dernier match entre Absolument. Même dès ce soir, absolument. Dans le dernier match cette soirée entre le Paraguay et l'Argentine. Absolument, si le Paraguay et l'Argentine peuvent très bien jouer la sécurité, ne parlons pas d'arrangement, c'est un bien grand mot, ce n'est pas du tout une question de se rendre dans les vestiaires de l'équipe adverse et de dire on fait comme ci, on fait comme ça, ce n'est pas du tout ça que nous voulons dire, bien loin de notre pensée, c'est plutôt le fait que les joueurs en sont bien conscients et c'est leur attitude sur le terrain. On se souvient d'un certain Allemagne-Autriche, vous vous en souvenez sans doute, qui avait vu des scènes comme celle-là, qui avait en fait empêché l'Algérie de participer à une phase suivante de la Coupe du Monde. Il ne s'agit pas du tout de parler d'arrangement. Cela dit, les Chiliens doivent faire extrêmement attention. Un match nul ce soir entre l'Argentine et le Paraguay ne ferait pas du tout leur affaire. Et les Péruviens qui continuent à balancer de grands ballons, il ferait mieux de poser le jeu car ils n'ont pas de redoutables joueurs de tête comme Zamorano chez les Chiliens ou comme Batistuta chez les Argentins. Et pour l'instant, en défense, José Jiménez est en train de se régaler. Tandis que sur l'aile droite, Maldonado est en train de nous rejouer la pièce de Peter Handke, la solitude du coureur de fond. Elle est un peu longue, la passe de Del Solar. Il a regardé avec stupéfaction son partenaire. Tiens, t'étais pas là. Bah non, t'étais un petit peu derrière. On recommence pour la prochaine fois. Le problème le plus difficile pour ces Péruviens, bien évidemment, on l'a dit, on l'a répété lors de la première mi-temps, c'est la motivation. Comment se motiver contre une équipe qui est repliée en défense? Comment se motiver contre une modeste équipe que l'on sait déjà avoir été battue de manière très convaincante par et le Chili et le Paraguay?
Ce n'est pas faute d'essayer, cela dit, mais comme vous le dites, ils s'y prennent peut-être pas de la bonne manière en balançant ces grands ballons dans la boîte. Il ferait mieux, on a vu l'une de leurs plus belles occasions, c'était ce super mouvement 1-2, 1-2 devant la cage de Fratiana qui avait échoué vraiment d'un tout petit poil. Et surtout qu'il les oblige à sortir, qu'il les fasse courir, qu'il joue un petit peu à la passe à 10. Avec ici Roberto Martinez qui s'est fait contrer, n'a pas réussi à remettre à Yanez. Et Laureano Raimes peut essayer de contre-attaquer. Regardez, il est tout seul dans une marée blanche. Il a réussi à transmettre au petit Echenosi qui est passé à droite. Et un coup franc pour les Vénézuéliens. Un coup franc tiré par Carlos Maldonado, qui finalement laisse ce soin à Roberto Cavallo. Cavallo qui avait joué les 4 matchs de son équipe lors de la Copa América 89. Vous parliez du manque de préparation de l'équipe péruvienne. Attention à Maldonado qui a été contré, mais là à mon avis, s'il y a main, de toute manière c'est le ballon qui est allé à la mimine et non le contraire, donc ça serait un corner, effectivement. On parlait donc de la préparation de l'équipe péruvienne, en effet. Il faut savoir également que Miguel Company, depuis qu'il a pris la charge de cette équipe péruvienne, n'a remporté qu'un seul des 5 matchs que cette équipe a disputé. Autant dire, ce n'est pas vraiment une performance exceptionnelle. Je parlais de cet accident d'avion de la Lanza de Lima très brièvement, juste avant la fin de cette première mi-temps. Eh bien, c'est un accident dans lequel une équipe entière, parmi les meilleurs du pays, avait trouvé la mort. Autant dire, un Manchester United, et qui fait que l'équipe péruvienne, en fait, évolue en deçà de ce qu'elle valait il y a encore 2 ans. Une équipe péruvienne qui avait donc été décimée de la manière la plus tragique qui soit. Elle est juste en train d'essayer de se remettre de cela, alors on ne peut souhaiter que bonne chance aux hommes de Miguel Company. Corner tiré à la rémoise entre Maldonado et Echenosi qui essayait de jouer de la tête de la grande tige qui est Roberto Rodalega. Une bonne occasion de contre-attaque ici, mais il faudrait plutôt aller dans l'axe que se perdre sur les extérieurs et le plus rapidement possible si besoin. Car maintenant les Vénézuéliens se sont regroupés. Et c'est monsieur Marcano, il me semble, qui a réussi à donner à Fratiana. Pacheco, je croyais qu'il était sorti, écoutez. Et je commence à m'y perdre. C'est parfois assez difficile, en effet, et bien souvent, vous allez voir des inserts de la télévision chilienne avec les numéros des joueurs, les noms des joueurs. Ne les croyez pas trop, car en effet, il y a de petites erreurs. Il y a aussi un petit peu d'intox de la part des entraîneurs qui annoncent leurs équipes qu'à la toute dernière minute. Nous les recevons vraiment que parfois en tout début de match. C'est parfois assez délicat pour pouvoir vous indiquer précisément qui est sur la pelouse. Mais nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. La télévision chilienne a également les mêmes problèmes. Des matchs qui ne sont pas retransmis en direct à travers tout le Chili d'ailleurs, Philippe. Oui, comme je le disais tout à l'heure, pour protéger le nombre de spectateurs dans les stades, eh bien, les matchs sont donc retransmis avec 3 heures, entre 3 heures de différé à la télévision chilienne. Cela dit, pour ce match Pérou-Venezuela, ça ne change pas grand-chose. Il y a très peu de spectateurs, on pouvait s'y attendre. C'est un très grand stade pour un match aussi modeste, qui n'a pas vraiment d'importance pour la suite de la compétition, sauf peut-être sur les Péruviens, au cas un problème où ils parviendraient à s'imposer à l'Argentine. Et donc ça paraît assez difficile d'imaginer 15 ou 20 000 spectateurs dans un stade qui peut en contenir 4 fois plus. En fait, le stade est à 1/75e de sa capacité. Ça n'est vraiment pas beaucoup, il y en aura sans doute beaucoup plus pour applaudir l'Argentine et le Paraguay lors du second match de cette soirée. Un match qui se déroulera dans le stade de Concepción. Puungo, Yanez au coup franc. Encore un grand ballon là-bas pour la tête d'El Solar qui remet derrière au petit Rodriguez, auteur d'un bon petit lob, mais il n'a pu reprendre de voler derrière. Une perte de balle de José Arteaga, ce dont profite parfaitement Rodelaga. Rodelaga qui a réussi à donner sur la droite et Maldonado qui avait là une bonne occasion. Il s'en est fallu d'un souffle que les Vénézuéliens ne parviennent à marquer un second but. Alors là, ça a vraiment été un choc, la surprise générale. Il lui manquait simplement la rallonge sur ce coup-là. Ou alors il fallait qu'il jette son soulier, enfin, il fallait qu'il trouve un truc pour essayer de marquer le deuxième but vénézuélien. Cela dit, les Péruviens, je me plaignais, ou plutôt je mettais leur insuccès sur leur manque de tranchant devant, mais également maintenant on peut ajouter à ce manque de tranchant un manque de précision. Ce qui n'était pas leur cas auparavant. Généralement, ils fonctionnaient bien par petites passes dans le milieu de terrain et à l'approche du but adverse. Et là, il y a une petite fausse note une corde qui s'est, retirée du piano péruvien et il ne joue plus tout à fait la symphonie qu'il nous promettait auparavant.
Pour l'instant, c'est alto, hein. C'est loin d'être fortissimo. C'est loin d'être fortissimo, c'est adagio, adagio, adagio. Non, c'est pas Adagio, là, c'est Del Solar, le capitaine péruvien. Et c'était le capitaine vénézuélien qui s'interposait, Raimes en l'occurrence, qui paraît en avoir plein les bottes. Regardez, il marche là-bas. Il n'y a pas beaucoup de soutien d'ailleurs au porteur du ballon. Enfin, on le retrouve quand même, avec la chic, comme on dit dans le Nord. Ô combien de marins, ô combien de capitaines vénézuéliens s'en sont allés dans des stades lointains et y ont perdu des matchs. Mon Dieu, ça fait beaucoup. Déjà 3 défaites dans ce groupe A. Et là, une 4e qui pointe à l'horizon. Cela dit, qui sait, peut-être que les Vénézuéliens vont nous réserver une petite surprise. Ils ont bien failli remonter à la marque. Maldonado, en effet, n'avait pas mis ses échasses et n'a pu toucher le ballon pour l'envoyer dans les filets de Purizaga. En tout cas, on ne va pas leur dérouler le tapis rouge à leur retour à Caracas. Ça, c'est certain. Oh, encore une fois, ce n'est pas si sûr, hein, malgré tout. Cette équipe vénézuélienne est modeste, mais c'est parce que le football vénézuélien est modeste. Le football vénézuélien, c'est le second sport au point de vue nombre de licenciés, nombre de pratiquants. Mais il est victime de la popularité du baseball dans ce pays, puis également de la popularité du basketball, puisque le Venezuela vient de remporter le championnat d'Amérique du Sud des Nations. Autrement dit, c'est une équipe de classe mondiale. Et le Venezuela donc, est un petit peu victime du manque de popularité du ballon rond. C'est vraiment un cas tout à fait Attention à cette frappe de Del Solar. Oh mon Dieu, c'était en effet une chaude alerte pour Franco Fracciana. Del Solar maintenant qui joue pratiquement en numéro 10. Fracciana là qui l'a sorti d'une bonne claquette. Un corner qui va être tiré par Yanez. Rien à voir avec le Chilien. Alors qu'on s'échauffe sur le banc péruvien. On va faire rentrer du 109 pour essayer de dynamiser un petit peu l'attaque péruvienne. Un corner flottant, une tête au deuxième poteau de la Rosa. Del Solar s'était pointé au point de pénalty et une frappe qui passe assez loin, une frappe signée Rodriguez, César Rodriguez. Alors qui va-t-il faire rentrer? Va-t-il faire rentrer Andrés González ou Ernesto Aguirre? Ça voudrait dire que ce sont des attaquants. C'est à moi de vous poser la question, vous rigolez? Non, c'est à monsieur Miguel Campani. Par contre, une personne qui ne peut pas faire rentrer, c'est Flavio Mestri. C'est vraiment très dommage d'ailleurs. Un garçon qui avait vécu un véritable conte de fées, puisqu'en effet il n'était que remplaçant au Sporting Cristal, donc au Pérou. Il avait été sélectionné dans cette équipe de 22 joueurs pour se rendre à la Copa América. Et puis là, premier match, il marque un premier but en équipe nationale. Et immédiatement après, il est victime d'une fracture du péroné. Une Copa América qui avait commencé avec des lauriers pour le joueur péruvien qui s'était achevé dans la tristesse. Superbe but magnifique de Eugenio La Rosa. De l'extérieur du pied, Eugenio La Rosa. Sur un excellent service en profondeur. Et de nouveau, la défense centrale vénézuélienne bien coupable. Et La Rosa qui marque son second but de la rencontre. Alors que l'on ne joue que depuis quelques minutes. Il rajoute donc un but à celui qu'il avait déjà marqué à la 11e minute. On pensait qu'il allait mettre le gauche et regardez bien. Il voit que Fracciana est un petit peu avancé. C'est beaucoup magnifique. de lucidité dans cette action de La Rosa. C'est de toute beauté. On a Bruno Poulain là, qui est à côté de nous. Il est en train de lever les deux bras. Il est bien content d'assister au match du groupe A. Vous savez, avec le groupe B, il se couche environ à 10h. Puis avec le groupe A, il se couche à 4h du matin. Donc il aura les cernes demain, notre ami Bruno. Qui présentera les meilleurs moments, qui vous présentera les meilleurs moments de ces matchs du groupe A. Il les présente tous les jours d'ailleurs. Voilà, absolument. Bruno que vous retrouverez après sur TV Sport France. Et bref, revenons au match. Et donc le score maintenant 3-1 pour le Pérou, 2 buts de La Rosa, 11e minute de la première mi-temps. Et là donc, si mes calculs sont exacts, ça doit faire 5e minute de la seconde. Et bien Maldonado qui ne renonce pas. Vous savez, ça se passe comme ça chez McDonaldo. Et on repart du côté péruvien avec notre ami Bravo. Rien à voir avec le joueur du Paris Saint-Germain d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Je dis bien Ricardo Alberto n'a rien à voir avec Danilo. Eh bien dites-moi, vous travaillez beaucoup pour marquer les buteurs dans ce groupe A. Dites-moi combien on a scoré. Oh là 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 là. Alors écoutez, j'en étais à 18 buts en 12 matchs. 18 plus 4. On a laissé jouer, attention, peut-être le 4e but pour les Péruviens. J'allais vous faire travailler alors que La Rosa reste à terre. C'est Yanez une nouvelle fois. On dit toujours manquer l'immanquable, ça veut rien dire. Mais là, c'est une expression qui, à mon avis, s'applique bien à ce que vient de nous faire Yanez. Bien maladroit devant le but adverse, ce garçon. Ouais. C'est en fait ce but de La Rosa marqué à la 51e minute était le 22e but de ce groupe A. Donc moi, c'est quelque chose, en 7 matchs, c'est vraiment une superbe moyenne. Et combien pour le groupe B? Vous voulez retourner le couteau dans la plaie, il n'y a eu que 9 buts.
Bon, voilà, ça y est, je l'ai dit. Voilà ce que je vais conseiller aux Vénézuéliens, eh bien, c'est de boire notre partenaire financier. Ça va peut-être les remonter. En tout cas, là, ils ne sont pas KO debout. Ils sont KO couchés, au tapis. Et regardez les espaces de véritable boulevard pour le petit Rodriguez qui remet intelligemment derrière. Del Solar est tout seul, il peut prendre son temps. 1-1-2 et il fusille Frasciana. Et le 4 à la parado. Ça tourne au jeu de massacre. On ne devrait pas rire car en effet c'est bien tragique pour ces joueurs vénézuéliens qui sont venus de fort loin, fort mal préparés. Ils n'avaient pu se préparer que pendant 20 jours pour venir à cette Copa América. Et Del Solar qui marque son deuxième but dans cette Copa América puisqu'il avait marqué le deuxième face aux Chiliens. Et toujours du gauche d'ailleurs. Oui, ça risque en tout cas de prendre des allures d'hécatombe. Je crois que la plus grosse défaite que les Vénézuéliens aient jamais subie dans la Copa América, c'était un 7-0 si mes souvenirs sont exacts. C'était contre le Brésil. Ma foi, il y a encore beaucoup de temps à jouer dans cette seconde mi-temps. On en est déjà à 4 et ma foi, on a l'impression chaque fois que les attaquants péruviens appuient un petit peu sur le champignon, portent le ballon avec un peu plus de conviction. On a l'impression que ça peut être une occasion très chaude pour Frasciana. Et là, on voit les Vénézuéliens en plus commencer à paniquer un petit peu derrière. Pour l'instant, rien à voir avec le match contre le Paraguay, car ils en avaient pris 5, mais 3 dans les 10 dernières minutes. Et puis ils avaient fait vraiment bonne impression. Ils avaient tiré 17 ou 18 fois. Ah oui, ils avaient vraiment été totalement convaincants. Et on avait c'était vraiment une révélation, un petit peu la manière des révélations de ces soi-disant petites équipes de Coupe du Monde. Je me souviens de la Corée du Sud tout d'abord, et puis par exemple l'Égypte également, qui nous avait montré de fort belles choses. Là, le Venezuela, même si le résultat avait été contre lui, 5-0, c'était très lourd, nous avait montré énormément de qualité et surtout énormément de qualité de cœur. Vous nous parliez d'Égypte, et bien là, la défense vénézuélienne, c'est un petit peu tout en carton, et tout en carton, pas de mouillé. Un petit remplacement, Roberto Martinez, César Rodriguez. Martinez qui entre, Rodriguez qui repart au vestiaire. Une douche chaude, j'espère, hein, parce qu'il fait toujours aussi froid ici au Stade National. On est proche en tout cas du point où l'eau se transforme en glace. Attention à La Rosa qui n'a pas réussi à redresser la course du ballon. Le cœur de Frasciana est redescendu à 120 pulsations minutes, alors que dans ce match, il est environ aux alentours de 180. Je ne sais pas comment vous pouvez dire une chose pareille. Puisqu'on parle des pulsations minutes, vous savez que ça a été chronométré à la suite des accidents, de Johan Cruyff et de l'entraîneur de basket au Real Madrid. Et qu'un entraîneur sur un banc de touche dans les mains chauds doit avoir un cœur qui monte à 150-160. Donc pratiquement comme un coureur de fond en train de fournir un effort ou un coureur cycliste de semaine à col. Donc ce qu'on conseille aux entraîneurs, eh bien arrêtez de fumer, footing tous les matins, un petit peu de céréales au petit déjeuner. Il parlait d'arrêter de fumer à Johan Cruyff qui a fumé 2 paquets de cigarettes par jour pendant toute sa carrière. Ça y est, il a arrêté. Il y a même d'ailleurs des publicités sur les autobus barcelonais et espagnols qui dit justement le football m'a tout donné, la cigarette a failli tout me reprendre. En tout cas, maintenant, les Vénézuéliens sont en train de consommer cette Copa América par les deux bouts et sans filtre, s'il vous plaît. C'est de la coupe aux lèvres, comme dit l'expression. Ils vont boire le calice jusqu'à la lie. Ils ne savent vraiment pas quoi faire. Alors, on remet derrière à Frasciana. C'est toujours ça de gagner. C'est vraiment dommage. Ça fait un petit peu de peine à voir ces Vénézuéliens un petit peu, même complètement à la dérive. Quant aux Péruviens, je crois qu'il y a c'est un peu des personnages en quête d'auteur en ce moment. Ils se demandent quelle tactique adopter, alors monter, mais la conviction c'est difficile, cela dit. Bon, il faut également pour ces joueurs péruviens se montrer à leur meilleur, car en effet, même s'ils ont pratiquement perdu tout espoir de qualification, encore que, on ne sait jamais. Attention à Del Solar, ici un jeu avec A2 avec Martinez et de 5. C'était très joliment fait ça. C'est Irano alors, ou c'est Martinez? Qu'on nous montre Irano, mais moi j'ai l'impression que c'est Martinez. Allez, on va voir ça sur le ralenti. Ils se ressemblent bien tous les deux. Ils sont assez petits, assez fins. Ils vont vite. Contrôle du droit. Frappe du droit. Allez, c'est Irano. C'est en effet Jorge Irano, l'attaquant du club de Bolivar, en Bolivie. Un redoutable buteur qui dispute sa 3e Copa América. Et qui marque son premier but de la compétition cette année. Il avait été un petit peu décevant jusqu'à présent, un petit peu effacé. Et là, il s'est rappelé à nos mémoires de fort belle manière et c'est immédiatement reparti pour le Pérou. Avec Roberto Martinez. Alors pour revenir sur Irano, il avait marqué 2 fois en 89. Donc ça lui en fait 3 en Copa América. 3 en 6 ans. Soit 1 tous les 2 ans.
Eh bien, pour une fois, ce n'était pas un blanc à la réception de ce centre. Et heureusement, c'était Laureano Raimes. Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête des Vénézuéliens? Ils viennent d'en prendre 10 en quelque chose comme 120 minutes. Et c'est pas fini. Non, ça fait beaucoup. Cela dit, ils ne sont en effet que 10 sur le terrain depuis l'expulsion de Paz par l'arbitre colombien, monsieur Hoyos. Ils se ressentent des efforts énormes qu'ils ont consentis dans des premiers matchs. Ils avaient vraiment tout donné pour essayer de ne pas prendre justement d'hécatombe comme c'est le cas aujourd'hui. Ils s'en étaient bien tirés face au Chili 2-0. Ils s'en étaient pas trop mal tirés face à l'Argentine 3-0. Ils avaient été malchanceux contre le Paraguay 5-0. Et là, les digues vraiment sont en train de s'ouvrir. Ils sont en train de prendre eau de toutes parts. Regardez ça, c'est comme un entraînement ce que sont en train de faire les joueurs péruviens. Un petit peu d'ailleurs excès d'individualisme. On voit mal comment la frappe de balle aurait pu passer l'écran posé par les joueurs vénézuéliens. Dès que les... Oh, Raimes, c'était très joli, mais hélas. Attention encore à Del Solar, presque aussi à droite du droit que du gauche. Nous parliez tout à l'heure de Pérez Hoyos. Alors il y a certains de nos téléspectateurs qui sûrement doivent se poser la question, est-ce qu'il a un lien de parenté avec Ladislas de Hoyos? Je ne pense pas. Ladislas de Hoyos était en Amérique du Sud pendant longtemps. Il était en effet, je crois, correspondant à Buenos Aires. C'est un redoutable golfeur. Ah. Et voici en train de tendre le bras pour offrir une touche aux Péruviens. Et Miguel Campani qui se dit sans doute, ah là là, si on avait pu faire la même chose face au Chili, on n'en serait pas là aujourd'hui à se demander si ça n'est pas déjà fini pour la Copa América, si nous n'allons pas sortir et reprendre l'avion pour Lima beaucoup plus tôt que nous le prévoyons. Ils ont joué peu de matchs, 3 je vous le rappelle, 2 contre l'Équateur et 1 contre l'Uruguay. Et par contre, ils se sont préparés depuis plus de 2 mois avec Miguel Campani. Miguel Campani qui a comme idole César Luis Menotti et comme favori pour cette Copa América, ni plus ni moins que le Brésil et la Colombie. C'était en tout cas les favoris qu'il donnait avant le début du tournoi. Cela dit, au vu de l'exhibition du Brésil hier contre l'Uruguay et surtout, si on peut appeler ça une exhibition, de la Colombie contre la Bolivie hier, on peut vraiment se demander si ces deux équipes font figure de favoris. De très loin, le groupe A a été le plus relevé avec 3 équipes, le Paraguay, le Chili et l'Argentine qui ont joué de fort belle façon et une 4e, le Pérou, ma foi, qui a montré des qualités sans doute supérieures à celles de la Bolivie, de l'Équateur réunis. Voilà, Vidales là-bas qui centre en frais. On peut jouer à 2 dans la surface, il y a de la place et un tir qui rase le poteau gauche de Franco Fracciana, un tir de Hirano qui est en train de retrouver toute la foudre qu'il a dans les 2 pieds, et notamment dans le droit. On va revoir tout ça au ralenti, j'en suis sûr. Producteur, merci. Avec en plus un écran de Monsieur Yanez. Tout ça était bien fait. Et c'était presque le 6e. On va terminer sur un score de tennis, 6-1-6-0, quelque chose comme ça. En plus, on joue sur herbe. On se croit à Wimbledon. Allez, essayons de garder un petit peu notre sérieux. Il ne manquerait plus que Boum Boum, mais Bam Bam, lui, c'est un Chilien, c'est Zamorano. N'oubliez pas qu'après, il y a Argentine-Paraguay. Là, c'est autre chose. Pas la même musique. Non. Hirano. Ah, il a trouvé personne. Ce n'est le pied de Monsieur Jiménez. Raimes, qui est bien obligé de faire preuve d'individualisme parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de rouges qui tournent autour de lui pour lui porter soutien. Là, c'était le grand Robert Rodalega. Excellent joueur en tout cas ce Raimes, le capitaine vénézuélien, qui est un des seuls joueurs de son équipe à ne pas faire naufrage, alors que c'est un nouveau carton jaune qui est donné par monsieur l'arbitre de Hoyos. On vous rappelle que ces cartons jaunes en fait ne comptent pas véritablement dans cette Copa América. En effet, seules les expulsions peuvent découler sur des suspensions pour 1 ou 2 matchs. C'était le cas notamment d'Espinoza, suspendu pour 2 matchs. Expulsion, c'était ce qui était arrivé d'ailleurs à Enrique qui va faire sa rentrée ce soir avec l'Argentine. Carlos Enrique. Oui, pas Hector. Pas Hector Enrique. El Loco ou El Negro? El Loco. Carlos Enrique qui va faire ce grand retour dans l'équipe d'Argentine. Une équipe d'Argentine décidément qui est d'une richesse insoupçonnée. Allez, notez. Un carton jaune pour Martin Rodriguez. Au travail, Philippe Auclair. Je note juste au cas où M. Rodriguez prenne un second carton qui, alors là, on va dire qu'il serait expulsé. C'est d'ailleurs, on peut se demander si c'est tout à fait normal. Si on pense qu'un joueur peut se faire expulser pour 2 cartons jaunes pendant un match, pourquoi ne se ferait-il pas suspendre alors qu'il a eu 2 cartons jaunes pendant les matchs précédents? Et peut-être le 6e
6e sur cette attaque de Yanez qui vraiment fait une passe à Franco Fracciana. Il a essayé peut-être d'en rajouter un petit peu. Il a voulu le beurre et l'argent du beurre dans cette histoire. Si je peux revenir sur cette histoire d'avertissement, c'est quand même un petit peu bizarre qu'un joueur qui écope de 2 avertissements, donc l'équivalent d'un carton rouge pour un seul match, n'ait pas de match de suspension, alors qu'un joueur qui est expulsé, lui, est suspendu pour 1 ou 2 matchs. Ça me paraît être un petit peu 2 poids 2 mesures, et en plus de ça, retirer un peu de force à l'avertissement. Le but d'un avertissement, c'est de faire très très peur à un joueur, de lui dire écoutez, si vous en avez un autre au match suivant, vous ne participerez pas, et disons dans ce cas par exemple à la phase finale. Autant dire que c'est faire pression sur des joueurs qui, cela dit, peuvent complètement ignorer ces cartons jaunes qui ne sont guère qu'un geste spectaculaire de l'arbitre, mais qui ne découle pas sur une véritable peine, si ce n'est une amende de $100. Vraiment, c'est absolument rien du tout, même en Amérique du Sud. Malgré le score de 5-1 pour les Péruviens, ces derniers ne nous font pas vraiment une grosse impression. Ils ne font pas une grosse impression parce qu'il est aussi difficile pour eux de continuer à se dire, de se motiver, de se dire allez, on y va, on va en marquer un autre. Mais pourquoi? Ils ont déjà le match gagné. Au point de vue du goal average, 4 buts d'avantage, c'est ce qu'il y a de mieux dans le groupe. Après, bien évidemment, le Paraguay. En effet, l'Argentine n'a marqué que 3 buts à l'équipe vénézuélienne et le Chili n'en a marqué que 2. Donc, au point de vue du goal average, eh bien, les Péruviens se sont replacés un petit peu dans le groupe. Cela dit, évidemment, un 6e voire un 7e but ne leur ferait pas de mal. Un double contact ici de Rodalega, et personne au centre. Alors on parlait justement du goal average. Bon, l'Argentine elle est à part, elle a gagné ses 2 premiers matchs, elle est pratiquement qualifiée, elle a besoin encore d'un point. Le Paraguay, donc à la limite, a pour l'instant, à l'heure où l'on parle, encore un petit avantage sur le Pérou. Quant au Chili, il n'a gagné donc que de 2 buts face à ces mêmes Vénézuéliens. Ce seraient donc les Chiliens qui feraient la mauvaise opération. Oui, on peut peut-être d'ailleurs voir un petit peu en avance alors que les Péruviens repartent à l'attaque et voir un petit peu quels sont les prochains matchs de ce groupe A. Il y aura notamment le 14 juillet, le dimanche 14 juillet, ce sera d'ailleurs la dernière journée de ce groupe A, un certain Argentine-Pérou, qui se jouera de bonne heure d'ailleurs, ce sera pour vous en France et en Belgique vers 19h50, 20h. Ce sera à Santiago, Argentine-Pérou, suivi d'un autre match à Santiago également, entre le Chili et le Paraguay, un match Chili-Paraguay qui risque de décider d'une place pour la phase finale. Ça sera une sacrée bagarre. Une récupération de Bravo qui va se replacer là-bas sur son aile droite. Avec ici une bonne balle pour La Rosa. La Rosa qui laisse passer pour Hirano. On remet derrière. Un centre au 2e poteau pour la tête de Del Solar. Un petit peu de panique dans la défense vénézuélienne. Un tir de loin qui finalement frôle la transversale de Fracciana. Fracciana qui passe beaucoup de temps le visage contre l'herbe. Je ne pense pas qu'il soit blessé. D'ailleurs, ça a failli lui coûter cher sur l'action précédente où il croyait sans doute que l'action était terminée. Et il faisait son petit numéro de gardien affalé sur la pelouse et pendant ce temps-là, le ballon était toujours en jeu. Fracciana qui avait été fantastique durant les 45 premières minutes contre le Chili. Il avait stoppé pas moins de 14 tentatives cadrées des Chiliens. Il semble en fait s'être blessé, Franco Fracciana, sur cette action. C'est Luis Fernandez, le soigneur vénézuélien, qui s'est précipité sur la pelouse de côté de José Jiménez, qui veille aux soins de Franco Fracciana, leur gardien blessé visiblement, qui souffre, qui a l'air de beaucoup souffrir. Ça m'a l'air d'être plus qu'un simple souffle coupé. Il était en effet retombé très à plat. Il est peut-être retombé sur le diaphragme. Donc pendant quelques instants, il a peut-être eu des problèmes de ventilation. Mais Luis va arranger tout ça. Vous savez, Fernandez, c'est un coéquipier modèle. Tout le monde le sait, aussi bien au Paris Saint-Germain qu'à Cannes. Luis qui jouera la Coupe d'Europe cette année d'ailleurs, avec son club de Cannes. Des tirages d'ailleurs assez favorables pour les Français. Ils ont pris les Luxembourgeois, les Danois, les Gallois pour Monaco. Enfin, tout ceci pourrait inaugurer d'un nouveau grand chelem au premier tour. Il retombe en effet très très lourdement sur la poitrine Fracciana. Martin Ruiz nous dirait bingo. Martin Ruiz qui évolue pour la partie hollandaise du réseau européen du sport, car vous savez que pour la première fois à travers toute l'Europe et sur plus de 20 millions de personnes câblées, eh bien, la Copa América est retransmise en direct et en intégralité chaque jour. Del Solar, la tour de contrôle de l'équipe péruvienne.
Un contrôle du bout du pied de Bravo. Bravo qui a réussi à transmettre à Martinez. On remet de la tête là-bas du côté d'Irano, mais Del Solar était un petit peu avancé. Et l'occasion donc pour Raimez de sortir de ses bases, de donner un petit peu d'air aux Vénézuéliens. Du côté péruvien, on a tendance à faire ou un petit peu trop simple ou un tout petit peu trop compliqué. À chaque fois qu'ils ont essayé de me faire les choses simplement, avec leur talent technique bien évidemment, ils ont pratiquement marqué en fait. Mais ces grandes balles en avant n'ont rien donné, et puis cet excès de complicité peut-être avec cette petite passe en retrait de la tête, alors qu'en fait un partenaire était très très bien placé au centre, sans doute mieux placé que celui qui arrivait pour tenter le tir, aurait sans doute été plus efficace. Cela dit, encore une fois, difficile d'être, de critiquer les Péruviens pour leurs prestations, dans la mesure ils ont déjà marqué 5 buts, c'est très bien, et 5 buts de fort belle facture ma foi. Et en effet, leur motivation n'est sans doute plus qu'elle est. Cela dit, regardez, pour Izaga, lui en tout cas, il en veut d'autres. Il relance immédiatement. Et on joue souvent sur la droite, du côté de Bravo. En l'occurrence, c'était La Rosa qui s'était précipité, mais Fracciana s'était posté sur ses 16 mètres. La Rosa qui, en principe, aurait dû faire office de numéro 9 pour cette équipe péruvienne. En effet, c'est un joueur extrêmement athlétique, peut-être moins doué techniquement que certains de ses coéquipiers, mais il avait été choisi précisément pour ses qualités athlétiques. Le pressing des Péruviens a payé. Et toujours Del Solar aux avant-postes. Il n'a pas voulu donner sur la gauche là-bas au petit Irano. Irano qui attend toujours Del Solar, une reprise de volée. Une reprise de volée retournée d'ailleurs. Je pensais qu'il allait faire un ciseau. Mais Del Solar, autant il est parfait dans son rôle d'organisateur. Par contre, il n'a pas totalement des qualités de buteur malgré ses 2 réalisations. Là, il a manqué pas mal d'occasions. Il a tendance à toujours essayer de se mettre sur son gauche pour planter des frappes de moule. J'ai l'impression que Franco Fracciana a toujours des petits problèmes. On l'a vu se baisser, se plier en deux lors de cette dernière action. Je crois qu'il n'a toujours pas totalement récupéré de ce choc qu'il a reçu en tombant à plat ventre sur la pelouse du stade de Santiago. Ah, puis pour vieux, il a quand même mangé depuis le début de cette Copa. Oui, c'est dommage. C'est un bon gardien, cela dit. Il y a des gardiens plus mauvais que lui dans cette compétition. Un certain Erwin Ramirez, extrêmement jeune et inexpérimenté, qui a eu beaucoup de problèmes depuis le début de la compétition. Vous savez ce que je... Joliment fait tout ça. Vous savez ce que... Ah oui. Un jeu à une touche avec ici Irano, alors que Martinez au centre réclame la balle. Maintenant, il est marqué. On préférait redonner derrière à César Rodriguez. C'était trop lent, il fallait immédiatement recentrer pour La Rosa qui appelait désespérément le ballon. Mais en tout cas, une des plus jolies actions menées par cette équipe péruvienne. Vous savez ce que je crains finalement, c'est qu'on soit obligé de changer de gardien du côté du Pérou pour le prochain match. Car le pauvre Jesus Purizaga va attraper un bon rhume. Une tentative de 1-2 entre Gallardo et Carlos Maldonado. Maldonado qui réclame le coup franc, ce qui lui est accordé par monsieur Armando Pérez Hoyos, le Colombien, qui avait arbitré Chili-Venezuela dans cette Copa América. Un spectacle qui est en train de devenir familier, ce petit brouillard extrêmement fin, la Camanchaca, qui est en train de tomber sur le stade national. Camanchaca qui est tout à fait typique du climat de ce Chili, un climat froid et humide, un petit peu comme celui de l'Écosse, disent les géographes. En tout cas, pas le climat idéal pour jouer au football. Alors que Jesus Manuel Purizaga a placé un mur à 3, une bonne frappe. L'a-t-il touché? Ne l'a-t-il pas touché? Il ne me semble pas, il l'a simplement accompagné de la main. Et Purizaga qui relance assez rapidement, preuve qu'il en veut encore des buts lui. Une frappe vrillée. Non, Purizaga n'était pas trop inquiété. Par contre, Fracciana se retrouve seul et sort parfaitement en 1 contre 1 à la Zubizarreta, qui est maître en ce domaine. Je parlais du manque de technique de La Rosa. En effet, là, il a manqué un petit peu d'à-propos dans cette action. Il avait, je crois, fait pratiquement le plus difficile, c'est-à-dire passer Fracciana. Et puis Fracciana a eu ce réflexe tout à fait étonnant. Là aussi, c'est un vieux cliché, mais le plus difficile, c'est quand même de la mettre au fond de ses filets. Absolument. Toujours le dernier geste qui pose des problèmes. Cela dit, La Rosa, ne nous plaignons pas, monsieur La Rosa, vous avez déjà marqué 2 buts dans cette rencontre, le premier à la 11e, le premier à la 51e. Alors je vous rappelle que le score est bien évidemment toujours de 5-1 en faveur de l'équipe péruvienne, alors que l'on a dépassé les 25 minutes de jeu. Les autres buts péruviens ont été marqués par César Rodriguez à la 23e minute, par Del Solar à la 54e et par Jorge Irano à la 70e, alors que les Vénézuéliens, eux, ont sauvé l'honneur grâce à Carlos Maldonado à la 16e, sur un coup franc contré par la défense péruvienne. 5 buts pour le Pérou, 5 buteurs différents. Cela prouve qu'ils n'ont pas vraiment un grand meneur d'attaque.
Hormis que la Rosa, bien entendu, en a marqué 2. Enfin, à cette heure, quand même, vous permettez cette erreur. Il est quelle heure? 2h moins le quart en France. Et en Belgique, n'oublions pas la Belgique. N'oublions pas les auditeurs belges, ils sont en effet câblés TV Sport depuis cela quelques mois. Depuis la conclusion de la Vuelta, pour être tout à fait exact. Roberto Martinez de l'intérieur du pied, tranquillement, pour notre ami Bravo. Alors que l'on entend dans la salle de production, vous ne pouvez pas l'entendre, mais dans nos casques, nous entendons l'équipe de production en train de faire les paris pour le score final. Et certains qui disent they're going to score again, they're going to score again. Ils vont encore marquer. Alors vont-ils encore marquer sur cette action? Peut-être ici, avec... Oh, il manque le plus facile, Roberto Martinez. Sur un centre de Octavio Vidales. Et ça fait bien rire nos techniciens, n'est-ce pas Philippe? Ça fait rire tout le monde. Le saut de cheval d'arçon de l'attaquant péruvien pour laisser passer le ballon était un grand moment de comédie. On va revoir ça. Voilà, c'était Hirano qui le laisse passer tranquillement pour Roberto Martinez. Là, Martinez, oui, qui avait vraiment le but ouvert. Il pouvait c'est faire ce qu'il vraiment voulait. n'importe quoi, là, Martinez. Il pouvait prendre tout son temps et plutôt que de frapper comme ça, comme un malade, il aurait pu tout simplement placer le ballon hors de portée de Fratiana. C'est un exploit technique ce que nous a fait là notre ami Roberto Martinez. Mais remarquez, Careca 2 a fait mieux encore lors du match inaugural du Brésil. À 2 mètres de la ligne, tout seul, eh bien, il a réussi à la mettre au-dessus. Alors ça, vous allez me dire, il a perdu sa place en équipe première et il paraîtrait que si le Brésil se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde de rugby, eh bien, il pourrait jouer à l'ouverture. Ça ne serait pas étonnant. En tout cas, Franco Fratiana sauvé d'extrême justesse d'un 6e but. Un 6e but, 6 buts, eh bien le Pérou l'a déjà passé au Venezuela. Et pourquoi pas un deuxième pour le Venezuela? Eh bien non, Maldonado s'est heurté à cette tour de contrôle qui est monsieur Del Solar, qu'on va peut-être voir en Europe dans les prochaines semaines, je vous le rappelle. Vidales est tout seul, il n'est pas donné hors jeu. Il a au centre avec lui le petit Hirano, il arrive à lui glisser et tout seul. Dites-moi que c'est pas vrai. Je crois qu'il vous écoutait. Et bien vous voyez, lui aussi va jouer ouvreur dans l'équipe du Pérou. Il va aller rejoindre Careca 2. Il a un petit sourire ironique sur ses lèvres, André Hirano. Il vaut beaucoup mieux que cela, l'attaquant du club de Bolivar. Vraiment, là, on parlait de manquer l'immanquable. Un manque de concentration au moment du geste final, tout simplement. Simplement, oui, ces Péruviens, je pense, sont complètement déconcentrés. Il ne reste plus beaucoup de temps à jouer dans ce match Pérou-Venezuela. La victoire est là, et bien là, depuis fort longtemps déjà. 5-1. Ça fait maintenant 2 occasions en or manquées par les Péruviens, alors que le public chilien commence à scander Chile, Chile. Bien évidemment, ça veut dire Chili. Le Chili pourtant qui ne joue pas ce soir. Le Chili est de repos. Heureusement d'ailleurs, parce qu'ils étaient au bout du rouleau dans les 10 dernières minutes contre l'Argentine. Je crois qu'on veut prendre les choses un petit peu trop facilement du côté péruvien. C'est un petit peu d'arrogance du côté des hommes de Miguel Company. Maldonado qui a donné dans le dos de Rodalega. On récupère du côté de Miguel Echenosi. Malheureusement, il s'est un petit peu emmêlé les crayons. On l'a joué bien entendu du côté de monsieur Pérez Hoyos. Allez, sûrement encore une bonne occasion là pour le Pérou. Car ça prend l'eau de toutes parts. Heureusement, on a bien joué la ligne. C'est William Pacheco là qui était remonté pour mettre La Rosa hors jeu. On n'y croit plus vraiment du côté des Vénézuéliens. On ne croit même pas que l'on peut marquer pour une deuxième fois dans cette Copa América. Une Copa América qui n'avait pas trop mal commencé pour les hommes de Victor Pignanelli. Et qui par contre se termine de la plus mauvaise des façons. Et à 10 s'il vous plaît. Heureusement que le cœur est encore un tout petit peu là. Les joueurs péruviens commencent à se déconcentrer. C'est une mauvaise passe. C'était signé Jorge Hirano qui décidément connaît bien les problèmes en cette fin de seconde mi-temps. Voici Yanez. Yanez pour Del Solar, toujours son gauche. Et cette fois-ci, c'est interposé. José Flores. On l'a pas tellement vu, José Flores, c'est pour ça que j'ai du mal à le trouver. José Flores qui joue dans le club, tenez-vous bien, de Anzo Ategui. Alors vous me le copierez 100 fois. Oui, c'est un nom basque. Il y a beaucoup d'émigrés basques en effet qui se sont placés en Amérique du Sud, particulièrement en Argentine. On pense à Goicoechea, puis également en Uruguay. Goicoechea cette fois-ci.
puisque vous parlez de non basque, et puis de Ben Goetchea, c'est le seul joueur qui a été contrôlé positif. Oui, un test antidopage en 87. Depuis l'introduction de ces tests antidopage en 87, un seul joueur, et encore c'était vraiment pas pour grand chose, c'était juste de la caféine, si vous me passez ce juste, qui était dû au fait qu'il avait bu trop de maté, qui est la boisson préférée de ces Sud-Américains, qui est en effet très forte en caféine. Il en avait bu un petit peu de trop, il avait été déclaré positif. Cela dit, pas grand chose. Et là c'était Monsieur Larosa qui avait été trop lent à revenir, je crois également Jorge Hirano sur le côté droit. Ils vont finalement peut-être se mordre les doigts de ne pas en voir passer 6, 7 ou 8 aux Vénézuéliens. Qui sait ce qui peut se passer. On ne peut pas préjuger de ce qui va se passer dans l'Argentine-Paraguay. Et puis peut-être qu'il y a un coup à jouer contre l'Argentine précisément. Là, il y avait un coup à jouer, à 2 contre 1 pour les Vénézuéliens. Malheureusement, Reimes a raté sa dernière passe. Et attention, toutes les attaques péruviennes maintenant peuvent aboutir sur les buts de Franco Fracciana. Ici, Roberto Rodalega. Malheureusement, une passe trop en profondeur pour son compatriote Roberto Cavallo. Ne blâmons pas là le manque de motivation pour ce joueur vénézuélien. Je suis certain qu'ils espèrent, ils seraient vraiment ravis de marquer un second but. Je crois tout simplement que c'est la fatigue physique qui est en train de peser dans les jambes de ces joueurs vénézuéliens. Ils ne sont pas habitués, répétons-le encore une fois, au rythme des compétitions internationales, qui ne jouent pratiquement jamais de matchs amicaux. Tous leurs matchs sont des matchs de qualification de Coupe du Monde ou de Copa América. Alors qu'en préparation, vous parlez, ils n'ont eu en tout et pour tout que 4 matchs contre des équipes de première division vénézuélienne. C'est la seule chose. Attention à Bravo qui remet en retrait. Il a retrouvé Yanez. Yanez qui en passe 1, 2. Non, échoue quand même sur le deuxième. On dégage un petit peu n'importe comment. Attention parce que Fracciana, lui, était pointé. Et ça, c'est un tir tout à fait intentionnel. Il a levé la tête. Et Fracciana qui a eu l'intelligence de repousser le ballon des mains, de faire une petite tape. Car en effet, s'il était reculé avec le ballon, il aurait sans doute franchi sa ligne de but. Un ballon qui doit être un petit peu glissant parce que, comme vous le notiez tout à l'heure justement, il y a toujours cette espèce de brouillard qui s'est installé sur le stade national. Peut-être la dernière attaque pour les Vénézuéliens, avec le ballon ici dans les pieds de Pedro Gallardo. Une tête de Péruvien, sans aucun problème. Une tête d'Inca. Et une tête dépitée, c'est celle de Victor Pignanelli. Victor Pignanelli qui s'est installé depuis 5 ans au Venezuela, qui avait été champion avec le club de Pepe Ganga en 89 et élu meilleur entraîneur en 90 avec le club de Mangas, qu'il avait sauvé de la relégation. Là, il risque quand même de sauter de son poste à la suite de toutes ces déroutes. Et ici, Del Solar qui a joué parfaitement la ligne et qui met au-dessus une nouvelle fois de la précipitation dans le geste final. C'est la 3e fois que les Péruviens manquent un but tout fait. Je ne sais pas si on va revoir cette occasion au ralenti. Il faut voir qu'il avait le choix entre... Il avait plusieurs choix. Il avait d'une part réussir un lob comme celui-là, ensuite essayer de passer Fracciana, et puis il avait un partenaire démarqué sur la droite également qui était tout seul. Mais Fracciana qui a tout à fait raison de se tenir sur ses 16 mètres. Il joue maintenant pratiquement comme un gardien libéraux. Ça lui a permis plusieurs fois de couper les trajectoires et de sauver son but. Une décision qu'il a prise sans doute due au fait de l'expulsion de passe de défenseur. En effet, il y a une place vacante en défense. Les Vénézuéliens qui n'ont pas tellement l'habitude de jouer ensemble, en effet, bien évidemment, des problèmes d'organisation, de pouvoir se replacer. Alors que là, on semble vraiment avoir joué la ligne, toute la ligne. Tout le monde est remonté. Vous ne le voyez pas sur votre écran. Nous pouvons le deviner. On essaye qu'il y ait le moins d'espace possible entre le premier attaquant et le dernier défenseur du côté des Vénézuéliens, de façon à ce qu'il y ait moins d'espace, donc que l'on court un petit peu moins. C'est pas mal fait. En tout cas, c'est la seule solution d'éviter vraiment la grosse catastrophe. Hirano, ça s'est bien joué. Oh. Et encore une fois, Fracciana, qui en effet ne fait pas mentir l'adage. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il y avait hors-jeu de toute manière, hors-jeu qui avait été signalé par monsieur Villavicencio, l'équatorien qui avait arbitré, lui, lors d'Argentine-Venezuela. On a repoussé le ballon un petit peu plus loin, monsieur William Pacheco, qui avait été averti lors du match contre le Chili. Alors que vous pouviez apercevoir derrière, vous pouvez les apercevoir de l'autre côté des tribunes.
une partie de l'impressionnant dispositif de sécurité qui a été mis à la disposition des organisateurs par l'armée chilienne. Il y a en effet 800 carabiniers qui sont à disposition complète pour le stade de Santiago du Chili. On ne prend pas la sécurité à la légère dans ce stade Santiago. Ce n'est pas la première fois. Il y a un certain temps, c'était pareil, mais c'était dans des conditions bien différentes. Enfin, ne revenons pas sur ce chapitre noir de l'histoire récente du Chili. Et revenons plutôt sur ce qui passe maintenant. Ce qui est plutôt mieux, le Chili qui est en train de se refaire une petite santé d'ailleurs, pas seulement au football, mais également économiquement, puisque le Chili est un des pays d'Amérique du Sud qui est en train de réussir sa remontée économique. Et il faudra encore beaucoup de temps. Enfin, cela dit, c'est mieux que rien, même si le pays connaît encore beaucoup de pauvreté. Ça explique d'ailleurs également pourquoi il n'y a pas toujours énormément de monde pendant ces matchs, parce que pour voir une autre équipe que le Chili, il faut dépenser malgré tout des sommes relativement importantes. Je crois que c'est de 20 à 150 francs pour un ticket pour les matchs de qualification et de 40 à 250 francs pour un match de phase finale. Quand on sait que le revenu mensuel moyen au Chili, c'est d'ordre de 1000 francs par mois, vous comprenez que c'est un sacrifice immense que ces supporters chiliens doivent faire pour venir encourager leur équipe. Et autant dire que lorsque c'est une autre équipe, eh bien ils y pensent plutôt à deux fois. Ça, c'est parfaitement bien joué de la part des Péruviens. Malheureusement, toujours un petit péché au moment de la conclusion. Contre une défense qui monte en ligne, vous avez le choix soit faire donner sur les extérieurs, lancer les arrières latéraux notamment, soit alors rechercher le 1-2 dans l'axe, ou alors partir tout seul au pied. Ils l'ont fait plusieurs fois, mais ils se sont montrés bien maladroits devant les buts de Franco Fracciana. Fracciana qui a une expression dépité, un petit peu découragée sur son visage. Et ça se comprend, Fracciana qui est loin d'être le pire joueur de son équipe. Mais ce dont on se souviendra, c'est qu'il a déjà encaissé 15 buts lors de cette Copa América en l'espace de 4 matchs. C'est vraiment énorme. Alors que les Vénézuéliens en avaient pris 4 lors de l'édition 89, mais avaient quand même réussi à trouver 5 fois le chemin des filets. Ils en avaient pris 11 exactement, Frédéric, plutôt que 4. Pourquoi j'ai dit 4 là ? Je ne sais pas. Je ne suis pas psychanalyste. Au coup franc, Laureano Raimes qui lui aussi a surnagé dans la tempête. Un contrôle de la poitrine de Martin Rodriguez qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Del Solar. Et un ballon qui va mourir là-bas. Le long des pancartes publicitaires, un match qui se termine tranquillement, doucement. On regarde ça monte du côté d'Armando Pérez Hoyos. On joue les dernières secondes, les arrêts de jeu. Et après ceci, on a Argentine-Paraguay. Et alors là, vous pouvez vous frotter les mains, ça y est, c'est fait. Armando Pérez Hoyos siffle la fin de cette rencontre du groupe A qui voit donc la victoire du Pérou sur le Venezuela sur le score de 5-1. Je vous rappelle les buteurs très vite avec la pause publicitaire. Et bien d'abord La Rosa, 11e et 51e minute. Rodriguez, 23e. Del Solar à la 54e. Irano à la 70e qui en a manqué 2 autres. Et puis pour le Venezuela, Maldonado. A tout de suite.